Bon bah, comme Bonjour à d'habitude, tous, bonjour à toutes. bonjour! Bienvenue pour un nouveau League d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de maladie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et pour parler de maladie, on a fait appel à quelqu'un qui s'y connaît apparemment, si j'ai bien compris. C'est Fanny. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Salut, alors je ne suis pas malade, mais oui, je m'y connais un petit peu depuis quelques temps, effectivement. Écoute, je suis un expert en introduction, donc crois-moi, ça marche. Alors, Fanny, si tu veux bien, dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu, tout ça, tout ça. Ouais, moi je suis de Lille, je suis développeuse Android, et puis à côté je suis aussi présidente du GDG Lille, qu'on organise des meet-up, et puis le DevFest Lille, qui normalement avait lieu vendredi, sniff. Voilà, et puis sinon, on en parlera un petit peu ce soir, je pense aussi, c'est que j'ai pas fait que de l'Android, j'ai fait d'autres choses avant. Mmh. C'est bien les autres choses aussi. Non, c'est une blague, c'est une blague. Ouais. Oui, je sais, tu Ouais. vas à chaque fois. Mais par contre, du coup, ouais, moi, je veux revenir là-dessus parce que voilà, présidente du GDG Lille. Alors d'ailleurs, tu dis développeuse, donc sur ton nom en ligne. Donc alors, je sais pas si on dit développeur ou développeuse. Je crois qu'il y a toute une truc là-dessus. On pourra y revenir peut-être. Mais présidente du GDG Lille, développeuse sur ton temps libre, maman, organisatrice du DevFest. Où est-ce que tu trouves tout le temps de faire ça? Je te demande pour un ami parce que. J'avoue que c'est un peu tendu. Je sais pas trop m'arrêter en fait quand je fais quelque chose. Même mon mari est pareil, ça tombe bien, il est dans la tech, donc au moins il n'y a pas de friction. Mais on a du mal à s'arrêter, et c'est pour ça aussi que là, par exemple, j'ai changé de boulot pour passer en remote. C'est aussi pour optimiser au maximum mes journées en fait. Ma fille, par exemple, je vais la chercher, elle est à 2 minutes de chez moi, donc quand je finis la journée à 17h28, à 17h30, je suis avec ma fille, tu vois. Donc voilà, j'essaye d'optimiser au maximum pour pouvoir faire le plus de loisirs et puis le plus de choses de boulot, et voilà. Ah ouais, C'est le pas mal comme remote, c'est optimisation. top. Je suis d'accord. Pour ceux qui ne savent pas, Lille, c'est le sud de la Belgique. Voilà, ça va. Je voulais juste spécifier les choses. Voilà. Donc, ouais, donc tu fais beaucoup de choses, semble-t-il, ce qui est très bien. Et oui, c'est très bien que tu aies fait autre chose que de l'Android. Je suis d'accord avec ça, mais c'est bien parce que c'est toi. Euh, mais comme tu l'as dit, en fait, tu as fait beaucoup de choses et tu viens de changer vers Android relativement récemment. Pourquoi est-ce que tu as fait un revirement aussi fort? En fait, moi, j'avais commencé sur Android il y a, je sais pas, une dizaine d'années, même un peu plus, pendant mes études, en fait, quand c'était à peu près les débuts iPhone, Android. J'avais fait des stages dans le mobile, mais c'était il y a très longtemps et j'avais bien aimé. Et après, j'ai pas eu d'opportunité professionnelle en fait dans le mobile, donc je suis partie vers d'autres choses en fait. Et au bout d'un moment, il y a 3 ans à peu près, je me suis dit c'était cool en fait de faire du mobile. J'aimerais bien y retourner. Est-ce que c'est possible? Comment je m'y prends? Et donc du coup, voilà, je suis retournée. J'ai réussi, on va Du dire. coup, ouais, pendant 3 ans, en fait, comme tu dis, tu as fait quand même pas mal de choses. Du coup, du back-end, du web, du front, enfin, gestion de projet. Et du coup, bah voilà, quand on a un bagage technique qui est quand même déjà aussi varié, comment est-ce qu'on se lance dans une nouvelle technologie? Par où on commence? Enfin, pour Android, qu'est-ce que c'est Par où on commence? Alors en fait, en gros, quand j'ai commencé à bosser, pour refaire un petit peu l'historique, j'avais quand même fait des études techniques, mais je suis partie sur de la gestion de projet et de l'agilité parce que j'étais plus à l'aise. Et puis, gros syndrome de l'imposteur, d'où le nom de l'épisode. Je me sentais pas légitime, etc. Donc voilà, j'ai fait plutôt de la gestion de projet, etc. Et du coup, la reconversion, entre guillemets, elle a surtout eu lieu quand j'ai voulu faire de la technique et que je me suis remise au back-end, enfin, je me suis mise au back-end et au web. Et là, du coup, en fait, c'est à ce moment-là où je suis arrivée dans les communautés. J'ai commencé à aller beaucoup au meet-up. Donc, sur l'île, donc, on a le Stijug, le Java User Group. J'allais beaucoup au Stijug et j'ai commencé à découvrir le GDG. Et c'est là que je suis rentrée dans la communauté du GDG. Donc, je pense que dans un premier temps, en fait, ce qui m'a permis d'apprendre et de m'y remettre, en fait, ça a été beaucoup les communautés, en fait. Et en particulier Android, j'ai commencé à m'y remettre petit à petit. Avant de revenir sur Android il y a 3 ans,
j'ai commencé du coup via le GTG à suivre plus de meet-up sur Android et sur d'autres technos. J'ai pu aller plusieurs fois à Google I.O., donc j'ai pu suivre un petit peu l'actu sans forcément mettre les mains dedans. Et du coup, voilà, ça permet au moins de savoir ce qui se passe et de ne pas être trop paumé quand on remet les mains dedans. Ok, donc ton conseil, c'est vraiment plutôt de se lancer dans les communautés, dans les trucs comme ça, et suivre l'actualité. Moi, c'est ce qui a marché avec moi parce que je suis très sociable en fait. Donc j'ai besoin de parler aux gens pour... voilà, je fonctionne un peu plus comme ça, donc ça a bien fonctionné pour moi plutôt que de travailler sur un projet perso toute seule à la maison. Quelle drôle idée. Les gens, c'est bizarre. Tiens, parlant de gens, les gens qui sont dans le chat, on vous voit, hein. On vous a à l'œil. Donc si jamais pendant le truc vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser. Et ouais, il y a déjà quelqu'un qui demande ton 06, Fanny. Ah mais c'est ton mari, donc il l'a déjà. Non mais en vrai, posez des questions si vous en avez et on essaiera de les lire et peut-être que Fanny répondra. Peut-être. Peut-être. Si vous êtes sage. Mon mari. Ok, donc ça c'est juste le petit message, la petite parenthèse, désolé d'avoir coupé le truc. Donc toi, tu parles juste aux gens et c'est comme ça que tu trouves les ressources. T'as jamais entendu parler de Stack Overflow toi, en fait? Ah si. Non, mais dans le sens où je trouve qu'au moins aller parler aux gens, ça démystifie en fait. Et ça te fait un point d'entrée. Les gens, ils t'aiguillent aussi sur, tiens, je voudrais, je sais pas, moi je voudrais comprendre comment ça marche GCP ou comment ça marche n'importe quoi. Les gens vont t'aiguiller, vont savoir te dire commence par là, ou tu vas avoir un talk, et du coup la personne va te dire les trucs qui ont été casse-gueule. Et bon, je dis pas que derrière du coup tu creuses pas, que tu fais pas des projets perso, mais moi je trouve que ça aide à avancer, à démystifier les choses, quoi. Mais c'est clair que derrière, oui, tu codes, tu regardes des tutos, tu regardes des vidéos, voilà. Non, c'est clair, c'est ça c'est une des forces, je trouve, de n'importe quel user group, hein, je pense. C'est quand même chouette. Et aussi en parler, ça c'est cool. Juste quand on a appris un truc, juste le partager, ça aide énormément à mieux comprendre ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer. Ouais. Et alors du coup, moi je me suis demandé, quand on sait ce que c'est que d'être efficace dans une technologie, toi, je veux dire, quand tu as fait une technologie pendant longtemps, etc., il y a des moments où on t'explique le problème et tu as déjà dans ta tête ce que tu vas faire et tu sais que tu vas pouvoir y arriver. Et quand du coup tu changes, qu'est-ce que ça fait en fait un peu de devoir se dire, chercher sur Google et Stack Overflow les trucs qu'on pense basiques. Est-ce que justement, tu vois, c'est quelque chose de compliqué C'est quelque chose de compliqué, je trouve, quand les concepts ne sont pas exactement les mêmes. Ça m'arrive en fait encore sur Android. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire de l'HTML et de la CSS. Et donc, ça m'arrive souvent de me dire, merde, en fait, ça, je le ferais beaucoup plus facilement en HTML et avec des flexbox. Et je sais pas comment le faire. Alors, je commence un tout petit peu à être à l'aise avec Constraint Layup, mais il y a des choses que je sais pas encore utiliser et qui me semblent pas, efficaces. Et en tout cas, où c'est pas naturel pour moi de chercher les choses, en fait. Parce que moi, centrer un truc en CSS, laisse tomber, quoi. Mais du coup, il y a une super question. Ça ira. Ok, ça va. Une super question ici dans le chat. Donc, est-ce que tu penses que ton parcours, parfois non-tech, t'aide aujourd'hui dans ton métier de développeuse? En fait, attends, je préfère la question originale. Dans mon métier de développeuse. Donc, après, c'est corrigé, mais je préfère. Est-ce que tu penses que ton parcours l'aide dans son métier de développeuse? Forcément, oui, je pense. Notamment, c'est vrai que j'ai fait. Sur l'agilité, j'ai poussé assez fort. J'ai été formatrice à la fin quand je travaillais chez Atos. J'ai formé pas mal de gens. Et donc, du coup, ça m'a aussi forcé à creuser les choses jusqu'au bout. Donc quand on explique quelque chose à quelqu'un, forcément, il faut l'avoir bien assimilé. Et donc, du coup, aujourd'hui, oui, je pense que ça aide forcément. Après, moi, j'ai toujours eu l'impression, avec le recul, en fait, même quand je faisais de la gestion de projet ou quoi, au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, c'est cool, mais maintenant, j'avais l'impression de perdre mon temps, en fait. De me dire, c'est con, je pourrais apprendre plein d'autres choses. Et j'avais l'impression que ça n'allait pas être du temps réutilisable, en fait. Même si au final, quand tu codes, ouais, ça t'aide au quotidien. Par exemple, je suis perfectionniste, mais d'un autre côté, je sais très bien qu'il faut quand même vite faire des features pour avoir un feedback. Ou alors souvent, quand le PO ou quoi va venir
proposer un truc, bah, je vais facilement challenger pour que ça soit plus simple à développer et être sûr que ça apporte de la valeur, etc. Il y a des réflexes que j'ai il m'est même arrivé dans ma précédente boîte de faire product owner en fait, parce que ça n'allait pas en fait. Et donc du coup j'ai arrêté de coder, j'ai fait product owner parce qu'on n'avait plus rien à développer, il n'y a rien qui marchait. Et donc ouais, c'est des trucs qui je pense sont au final intéressantes. Moi, je trouve ça, ouais, c'est intéressant parce que moi, ça m'arrive souvent du coup donc, comme je suis consultant, d'aller dans les boîtes variées, quoi. Et du coup, c'est vrai que souvent, les product owners, ils écrivent un ticket avec juste un titre. Souvent, c'est une épique d'ailleurs, tu vois, plutôt que d'être une story. Je vais pas mentir, une fois, j'ai eu un ticket, c'était Make a beautiful Android TV app. On m'a dit, est-ce que tu peux estimer? Donc, 5. Voilà. 4, 3, 2, 1, je suis dehors. Allez. Non, mais le truc qui s'est passé, non, mais c'est vrai. Hein. Donc, du coup, le premier truc que j'ai fait, bah, j'ai splitté le truc en tickets, j'ai défini les tickets, j'ai écrit des given when then, j'ai fait des stories, et personne ne les a lus. Mais, donc, du coup, tu vois, moi, c'est un peu la question que je me pose, tu vois, quand tu fais des trucs comme ça, c'est est-ce que du coup, toi, enfin, encore plus avec ton expérience, est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'endosser en plus de ton travail le rôle de product owner pour essayer d'aider la boîte si en fait la boîte n'essaye même pas de s'aider elle-même? Non, on passe aux politiques là. Est-ce que ça vaut T'as la 2 heures. Bah, j'ai envie de dire oui et non en fait. Je pense que ça vaut la peine si c'est ta boîte et si tu crois au truc et si à la fin il y a un répit. C'est-à-dire que tu dis ok, je prends le rôle de product owner, mais voilà, ça va durer 1 mois, 2 mois et derrière vous vous activez pour trouver quelque chose et trouver une solution parce qu'il y a un manque et il y a un problème. Surtout quand tu es dans des startups, tu vois, tu dois avoir une certaine flexibilité. Sauf, bah, voilà, si tu crois plus au produit ou si à la fin, bah, on te laisse juste en plan à faire quelque chose qui te plaît pas, là c'est pas intéressant de le faire. Mais là, il y a un autre problème. Ouais. Si tu restes, c'est qu'il y a un autre souci. C'est bien de faire des trucs qu'on aime, moi je dis. Oui. Du coup, par rapport au sujet, donc voilà, on parlait du syndrome de l'imposteur et je pense qu'on en a parlé, donc tu en as souffert. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que c'est, comment ça se met alors, du coup, je vais préparer la question parce que, donc, attention, ça va être nul à l'oral, mais je préviens déjà. Comment est-ce que ça se Android manifeste? Comment ça se Android manifeste? Alors, attends, qu'est-ce que c'est? C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Déjà, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? En tout cas, c'est ce que moi je pense en fait, c'est quand tu as tendance à te dévaluer et à penser que tout le monde sait beaucoup plus que toi. Je pense que c'est beaucoup lié à un manque de confiance en soi aussi. Et oui, voilà, je pense que c'est ça en fait. Toujours te dire les gens, les autres savent beaucoup plus que ce que tu sais. Et du coup, tu te mets indirectement des bâtons dans les roues en fait, de te dire bah voilà, en fait, non, moi j'y arriverai pas ou voilà, tu te donnes pas les moyens. Ouais, je crois que c'est là le plus gros problème en fait. Je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui sait plus d'office. Voilà, il faut pas se voiler la face. Il y aura toujours quelqu'un qui sait plus parce que simplement ils sont peut-être experts dans un truc qui est bien spécifique sur lequel toi tu connais pas grand chose. Mais accessoirement, je crois que le problème c'est quand ça te bloque. C'est vraiment ça en fait. C'est quand ça. Ouais, je pense qu'à un moment où tout le monde a ce ressenti de ouais, je rentre dans une nouvelle équipe, les gens qui sont là, bah, ils connaissent mieux le produit, ils connaissent mieux le process, ils connaissent mieux l'ensemble. Donc moi, je vais pas être suffisamment capable. Bah, il y a le côté où, ok, c'est le petit syndrome, on va dire, avec des air quotes, le petit syndrome qui se dit, ok, on va quand même aller de l'avant, on va quand même essayer, de s'intégrer, de faire appeler. Ou alors tu as le gros syndrome. Tu as le bon et le mauvais syndrome. Tu vois. Tu as le gros syndrome qui, lui, il va carrément te bloquer, il va te dire, ok, je ne suis pas capable, je ne saurais pas être aussi bon qu'eux ou faire ce qu'ils font, ce genre de trucs. Je suis pas à ma place, voilà, c'est pas fait pour moi. Et donc, du coup, là, bah, effectivement, le mauvais syndrome, c'est quand tu vas abandonner, en fait, ou tu vas faire autre chose, alors que tu devrais pas, en fait, parce que tu es à ta place. Et oui, il y a des gens qui savent plus, mais tu sais forcément plus. Tu peux aussi apporter des choses aux autres, même à ces gens qui en savent plus. Il y a forcément des choses qu'ils ne savent pas, ou indirectement. De toute façon, l'être humain est fait pour
pour échanger, apprendre des autres, quoi. Oui, c'est ça. Mais toi, alors, t'as été plutôt. Est-ce que t'as jamais été calé par ça? Est-ce que t'as été bloqué par ça? Ou bien est-ce que t'as toujours été plutôt du style à aller de l'avant? Alors j'ai été bloquée en y réfléchissant, en fait, j'ai été bloquée allez, 2 fois assez fortement. Alors quand j'étais très jeune au lycée, je remonte très loin, hein, mais en gros, en y repensant aujourd'hui, c'est que enfin, pour moi, faire un bac S, c'était pas pour moi en fait. Personne n'avait fait de bac S dans mon entourage. C'était c'était pas quelque chose, c'était juste implicite que je ferais pas un bac S. Pourtant, bah, C'est j'avais quoi un bac S? un bac scientifique. Ah, ok, merci. Et pourtant, Rien à voir avec un bas de caisse. j'avais 19 en maths, j'avais des super notes. Et en fait, quand j'y repense aujourd'hui, je dis, mais j'étais stupide en fait de penser ça. Et heureusement on m'a tiré, en fait, on m'a dit, non, Fanny, en fait, tu vas faire S. Et puis c'est comme ça. Ça, c'est le premier syndrome que j'ai eu, c'était que j'ai vraiment persuadé, j'avais jamais envisagé de faire scientifique parce que c'était pas pour moi en fait. Donc ça, c'est le premier syndrome qu'on va dire que j'ai eu. Et ensuite, c'est quand je suis rentrée. Je me permets juste de te Ouais. couper là, parce que je trouve ça intéressant aussi, c'est-à-dire que tu dis, au final, dans ce cas-ci, le syndrome de l'imposteur, tu l'avais pas par rapport aux autres, mais surtout parce que les autres te l'imposaient un peu, tu vois, c'est-à-dire que tu avais cette impression, enfin, c'était juste un peu ton entourage plutôt, enfin, tu vois, dire cette sorte de Ouais, j'avais pression. l'impression que Et- c'était pas pour moi par rapport peut-être au milieu où j'évoluais et puis l'image que je me faisais de carrière scientifique en fait. Je Ok. pense que c'était ça, mais c'est une analyse que je fais là aujourd'hui en fait. Mais donc voilà. Ah non, mais c'est intéressant de voir, toi, que justement, bah, parce que je trouve que c'est vrai que souvent, on pense que ça vient de l'image qu'on se fait par rapport aux autres, tu vois, donc qui sont mieux que nous, qui sont plus intéressants que nous, etc. Mais euh, je pense que parfois aussi, tu vois, c'est de l'environnement dans lequel on se trouve qui peut se dire, en fait, c'est l'environnement peut parfois aussi te ralentir et du coup, enfin, te donner ces sentiments-là. Je trouve que c'est ça que c'est important, c'est que c'est pas juste une seule chose, toi, qui peut t'amener à te sentir inférieur ou, Ouais. enfin, donc du coup, voilà, je trouve ça, enfin, je trouve cette analyse intéressante. Il y a une très bonne question que je vois là et qui était aussi dans les notes que Benjamin a préparées. Est-ce que tu penses qu'être une femme dans un métier malheureusement majoritairement masculin a contribué à ton syndrome de l'imposteur? Oui, clairement, c'est sûr en fait. Parce que Les mecs, c'est tous des connards. Voilà. Non, mais t'as pas beaucoup de modèles en fait. Ouais, oui, ça je Tu comprends. vois personne qui te ressemble. Une fois, c'est très bête, mais une fois en entretien, on m'a posé une question de fit. Tu regardes quoi comme série télé? Bon, ben, moi, je regarde pas les Marvel, je joue pas aux jeux vidéo. Du coup, j'ai dit Downton Abbey, et je sais plus ce que j'ai dit comme autre série, mais. Et les autres en face m'ont dit, bah, moi, je regarde tel Marvel, tel Marvel, tel Marvel, tel truc fantastique, etc. Et là, tu te dis, bah, on est différents, mais c'est pas grave, mais du coup, c'est juste. Tu sens que. Enfin, ouais, c'est un peu cliché, mais effectivement, tu n'arrives pas à te reconnaître dans la personne en face. Tu vois, on n'a pas eu une discussion sur une série parce qu'on n'avait pas les mêmes affinités. Et moi, enfin, je vais revenir sur la question parce que moi, je l'ai formulée différemment parce que, en fait, et je pense que c'est aussi important, c'est, je trouve en fait que le monde de l'informatique, il est plus vocalement et visuellement majoritairement masculin, mais c'est pas forcément vrai. Et je trouve justement que dans la communauté Android, ça se voit fort parce qu'on a pas mal justement de bons modèles. Enfin, toi, il y a Christina, il y a Yuen, il y a Cory. Enfin, il y a pas mal de femmes justement qui sont très visibles, toi, qui sont justement aussi hyper douées. Et j'ai commencé moi à suivre justement sur Twitter des développeuses pour essayer justement aussi enfin, d'ouvrir un peu plus ce que je fais. Et en fait, je vois que justement, enfin, tu commences, enfin, tu tires un peu le fil et tu vois qu'en fait, il y a beaucoup plus de monde derrière tout ça. Et je pense que c'est juste que on est dans un monde où les hommes sont peut-être plus vocaux, plus visibles. Euh, et même j'en parlais avec ma copine du fait de venir à des meet-ups, parce que moi enfin, j'organise des meet-ups, etc. Et elle disait par exemple, elle aime pas aller à des meet-ups, parce qu'elle dit, voilà, je connais pas forcément le sujet ou quoi que ce soit, et j'ai peur qu'en allant là, les gens vont dire, ah ben t'as vu, c'est une fille, donc c'est pour ça qu'elle y connaît rien, quoi. Et de participer un peu à, du coup, à donner de l'eau enfin, de l'eau au moulin des cons, quoi. Euh, et je trouve qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'elle a pas peur de ne pas savoir, enfin,
juste pas envie de devoir expliquer ou peu importe, enfin, tu vois, de devoir se justifier d'être là. Et je trouve ça fou en fait parce qu'elle enfin, elle a raison. Et le fait qu'on en est là, c'est un problème. Enfin, moi je trouve. Ouais, ouais, mais je pense que les femmes ont aussi moins confiance en elles ou sont un peu moins démonstratives, tu vois. Même un mec en entretien ou n'importe quoi va facilement surjouer et embellir ce qu'il sait faire. Une femme, elle va être très factuelle et va juste dire, bah, enfin, va pas se mettre suffisamment en avant. Et du coup, pareil, en fait, pour ce qui est donner des talks, donner des formations, etc., se mettre publiquement en avant. J'ai l'impression que pour une femme, c'est moins naturel. Après, ça reste un chouïa cliché aussi. Il y a des femmes pour qui c'est très naturel, quoi, mais je pense qu'il y a un petit peu de vrai aussi. Et du coup, oui, effectivement, il y a des développeuses chez Google ou quoi qui sont mises en avant, qui sont super connues. Et Google aussi font aussi exprès pour essayer de changer l'image. Mais pour autant, bah, en meet-up, c'est compliqué en fait d'avoir des speakers femmes. C'est compliqué d'avoir une parité dans les gens dans la salle. Au DevFest, c'est compliqué aussi. Si tu te bouges pas pour aller les chercher, c'est compliqué d'avoir des femmes qui postulent en fait. Et je pense que du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin, l'image publique, en tout cas, elle change aussi, tu vois, qu'il y ait aussi des femmes qui montrent qu'elles sont compétentes, quoi. Moi, je suis quand même content de voir qu'il y a un gros changement à ce niveau-là. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé mes études, donc vous n'étiez pas nés, vous. Euh, mais littéralement, on était dans un auditoire de 300 à 400 personnes. Il y avait 3 filles. Et je trouve quand même que la tendance a pas mal changé. Donc je trouve que c'est plutôt bien, mais c'est pas encore assez. C'est juste, on n'est pas encore au moment où c'est naturel. Bon, enfin, je me rends compte qu'il y a quand même des choses encore qui sont pas suffisamment. C'est normal qu'il y ait une femme qui soit là en train de faire du code, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Moi, ça me dépasse un petit peu. Enfin. Voilà, mais du coup, ouais, donc tu avais d'autres exemples de trucs qui t'avaient bloqué au syndrome de l'imposteur, du coup. Bah, donc, ouais, quand je suis arrivée en entreprise, ouais, j'ai trouvé que je me suis sentie tellement nulle en fait, entourée de gens super âgés dans une grosse boîte sur des énormes projets que là, je me suis dit, bah, c'est tout en fait. J'arrête de coder et je fais d'autres trucs. Et après, j'ai commencé à en prendre conscience en fait. Après, j'ai commencé à prendre conscience que bah, peut-être que j'avais pas eu de personnes pédagogues autour de moi pour m'expliquer suffisamment et de prendre le temps. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait bah, en changeant et en grandissant en fait, où j'ai eu bah, des mentors qui m'ont un peu plus guidée. Donc ça, voilà, c'est à partir de ce moment-là en fait où j'ai commencé à me rendre compte du syndrome et essayer bah, de le déceler et de savoir le combattre en fait. Ah, Du bah coup, on c'est y une bonne revient. chose, tiens. Ouais, justement. Ouais. Enfin, Ouais. ouais, on y revient, c'est les gens, en fait, les gens qui sont aussi importants parce que c'est autant l'image que tu peux avoir d'eux et aussi l'image qu'ils sont capables de refléter. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose autant que développeur, peut-être aussi parfois, enfin, toi, oser dire je sais pas, au genre de choses et aussi arriver à expliquer. Enfin, moi, un truc que j'aime beaucoup faire, et je le considère pas très bon, mais je veux dire, de manière générale, j'aime bien dans une équipe, et je le dis toujours quand je vais commencer quelque chose, si je suis pas confiant à 100% de ce que je vais faire, j'aime bien de réunir l'équipe autour d'un tableau blanc et dire, écoutez, voilà, ça c'est le problème que j'ai, c'est la façon dont je veux le faire et comment est-ce qu'on peut. Enfin, est-ce que vous voyez un problème là-dedans, quoi. Déjà, ça permet deux choses, ça permet de faire du rubber ducking, puisque du coup, bah, t'expliques et du coup, parfois, ça débloque un peu des trucs. Mais en plus de ça, bah, les autres, ils ont sûrement des très bonnes idées et ça permet d'obtenir, je pense, souvent des bien meilleurs résultats que ce que j'aurais pu faire tout seul. Et je pense que de manière générale, ça peut aussi, dans le cas où il y a des juniors, bah, les faire se sentir plus impliqués, quoi. C'est-à-dire que se dire, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut aider l'équipe? Et en fait, il n'y a pas une personne qui code, c'est vraiment une équipe qui code, quoi. Et ça, c'est un truc, je pense, c'est assez mal compris, hein. Tu démystifies aussi le côté le senior c'est tout. Et c'est vrai que quand tu dis bah, il faut pas avoir peur de dire je sais pas, bah, c'est pas évident en fait. Des fois, tu es entouré de gens expérimentés dans ton domaine, et puis tout le monde parle d'un truc, genre je sais pas, Room ou quoi.
bah, t'as jamais utilisé Room ou je sais pas quoi, et ça a l'air évident pour tout le monde. Et donc, du coup, bah, t'es là dans ton coin, puis tu fais semblant, ou fait, tu te dis oui, oui, bien sûr. Mais en fait, non, faut pas avoir peur de dire je sais pas, non, je sais pas, j'ai pas utilisé, j'y connais rien, ou j'ai entendu parler. Et ce qui serait bien aussi, c'est que même les personnes expertes, en fait, soient capables de dire bah, moi, ça, je connais pas, en fait. Tu, tu penses que je suis super fort, mais en fait, bah, ça, j'ai jamais entendu parler, ou ça, je suis trop nulle, ou quoi. Ça pourrait aider aussi les gens qui ont un syndrome de l'imposteur à se sentir un peu plus légitime, quoi. En tout cas, à le diminuer. Mais c'est assez paradoxal quand même. Donc, en gros, le problème, la cause du syndrome, c'est les gens, et la solution, c'est les gens. Et ouais, tu vois, c'est bien les gens. Tu vas bien aimer au bout d'un moment. Non, moi, j'aime pas. Moi, les gens, non. Ils te le rendent bien, ils te le rendent bien. Oui, je sais, justement. Justement, il y a Mais- Romain Guy qui dit dans le chat qu'il a toujours le fameux syndrome. Non, mais il y a dans le chat, mais c'est pas. Menteur. Oh, c'est peut-être pas lui, il marquait Romain Guy 17. C'est pas lui. J'en connais qu'un, je sais 17e pas, Romain Guy, je sais pas qui sont les 16 autres. Mais, Ah, merde. mais du coup, non, parce que justement, mais Romain, pour moi, c'est un des bons exemples. C'est-à-dire que il sait tout, ce mec. Donc, Tu vois, donc là, voilà. mon syndrome, il vient de faire. Donc voilà, ben, il dit j'y connais rien à Room. Oh non, moi non plus. Merci, Romain. Mais du coup, voilà, c'est drôle parce que j'ai aussi mis dans les notes, il y a un gars de chez Mozilla, je crois, donc il s'appelle David Walsh, qui a justement écrit, c'est un des premiers à avoir écrit un article là-dessus, et c'est Je suis un imposteur. Et du coup, justement, c'est très intéressant parce que quand tu vois ce que ce gars-là en fait, a accompli, et en fait, même lui, du coup, il montrait que bah, quand tu te compares à d'autres personnes qui ont des connaissances très pointues dans un domaine, tu as l'impression que ces gens-là, ils savent tout. Mais en fait, ils sont très pointus dans leur domaine, mais ça ne veut pas forcément dire que même les domaines qui sont liés à ça, ils connaissent bien. Mais du coup, bah, quand tu leur parles de ce truc-là, tu as l'impression qu'ils sont tellement plus intelligents que toi, et peut-être qu'en fait, votre domaine d'expertise, en fait, est juste totalement différent. Et ça donne cette impression-là, en fait, de se dire, ah, mais ce gars-là, en fait, il est dans le même milieu que moi, il connaît tout, il est trop fort, et moi, j'y connais rien, et je ne serai jamais aussi bon que lui. Et en fait, bah, ça se trouve, c'est juste parce que voilà, il y a un domaine très précis dans lequel cette personne est très vocale et qu'elle arrive à montrer justement sa connaissance. Et toi, en fait, tu amplifies ça en pensant que la connaissance de cette personne est liée au domaine entier, quoi. Mhm. Et donc, justement, c'est un peu ce que ce gars-là expliquait. Je trouve ça super intéressant. Donc, peut-être qu'on mettra le lien dans les show notes. Sûrement, si on fait un jour des show notes. Et du coup, bon, du coup, on a sauté pas mal de mes questions. Moi, je suis un peu perdu. Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le syndrome d'imposteur? Donc, tu l'as dit déjà, on peut parler avec des gens. Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu as d'autres solutions? Résous-le plutôt, pas résolu, résous-le. Bah, effectivement, trouver un mentor, moi je trouve que c'est super important d'avoir quelqu'un qui te guide. Moi j'en ai eu plusieurs qui m'ont redonné confiance en fait. Et après, il y a des périodes du coup où j'avais plus besoin de mentor entre guillemets parce que j'avais réussi à reprendre confiance, à me sentir à l'aise et savoir déceler au contraire en fait les personnes qui sont toxiques, c'est-à-dire les situations où bah, par exemple, tu as un problème et bah, la personne n'arrive pas à te l'expliquer ou tu comprends pas son... Et en fait, non, faut se dire que non, je comprends pas son explication, en fait. Et parfois aussi, savoir remettre en cause la pédagogie de la personne, c'est une qualité, en fait, d'être pédagogue. Et il est possible que le senior avec qui tu travailles, il soit pas pédagogue et c'est OK, c'est pas grave. Et il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre et pas tout de suite se remettre en cause en disant, bah, il m'a expliqué et j'ai rien compris. Et moi, ça m'est arrivé en fait, ça. Une fois, quelqu'un en fait m'avait expliqué un truc au boulot et j'avais rien compris. Et le soir, en fait, j'ai réexpliqué à mon mari. J'ai pris un petit papier et tout. Je lui ai fait un petit schéma. Je dis, écoute, j'ai compris ça, ça, ça. J'ai pas tout compris. Et en fait, lui, il m'a réexpliqué en fait bah, ce qu'il avait compris. Et enfin, c'est mon mari en fait qui m'a expliqué un truc sur lequel il travaillait pas du tout. Mais il a réussi à trouver les mots pour m'expliquer les différents blocs, etc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tilté que bah, la personne que je sacralisais, entre guillemets, au boulot, à me dire, bah, il sait tout, il a la connaissance, il est sur le projet depuis des années, c'est lui qui a développé le service,
bah en fait, non, elle sait pas m'expliquer et potentiellement aussi, c'est un petit peu spaghetti ce qu'il a fait dans son code et c'est pas moi le problème. Mais quand tu arrives sur quelque chose que tu connais pas du tout, c'est pas évident en fait. Mais je pense que c'est pareil dans les deux sens. Pour toi, quand tu arrives, c'est pas évident de comprendre l'amas de trucs que tu te prends dans la figure. Et dans l'autre sens, pour quelqu'un qui est dedans en permanence, c'est très difficile de vraiment focaliser les explications pour qu'elles soient claires, quoi. Et ça, c'est clair que c'est pas facile. Et comme quelqu'un le dit dans le chat, c'est très dur d'expliquer des choses. Oui. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je remarque, c'est en plus, il faut aussi arriver à jouer avec la sensibilité de chacun, tu vois. C'est-à-dire que parfois, arriver à expliquer quelque chose, tu vois, c'est difficile parce que tu veux pas non plus forcément vexer. Enfin, toi, il dit ouais, mais cette partie-là. Et donc, ça joue encore plus dans la fin, toi, dans parfois la difficulté que tu as de faire passer un message, quoi. C'est-à-dire que donc, je pense que tu l'as dit, et c'est important de réinsister là-dessus, c'est arriver à transmettre un message d'une bonne façon et d'arriver à se faire comprendre. C'est quelque chose de très difficile. C'est peut-être moins le cas en France. En Belgique, il arrive souvent en fait, qu'on travaille dans des environnements qui sont principalement anglophones. Déjà parce qu'on peut travailler avec des gens qui parlent néerlandais, qui ne parlent pas français, etc. Donc ça arrive souvent. Et j'ai déjà remarqué aussi la barrière de la langue. Par rapport justement au fait que les gens ont différents niveaux d'anglais ou ce genre de choses, bah déjà aussi rien que là, parfois tu penses avoir fait passer un message clair, et en fait c'est totalement l'inverse, soit la personne n'a pas compris ce qu'elle t'a dit, soit tu t'es mal exprimé, ou même parfois la personne a pu être vexée, et du coup c'est complètement fermé, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est un gros problème aussi, d'ailleurs. Je sais pas si dans le chat, si vous avez aussi ce genre de truc, si des gens ont des bonnes expériences sur comment vous avez, enfin des gens qui savaient bien expliquer ou quoi, n'hésitez pas à nous en parler. Parce que moi, enfin, ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais vraiment pas comment faire. Il y en a un qui dit éviter le néerlandais. Oui, ça c'est une bonne, c'est une très bonne leçon de vie. On est tous d'accord, je crois. Ouais. Okay, en fait, je crois que... Vas-y. Non, j'allais dire, je crois que les Flamands aussi, ils veulent qu'on se barre à Lille. C'est une blague belge, je suis désolé. Quelqu'un qui dit ce qui marche le mieux, c'est la répétition, il ne faut pas hésiter à redemander plusieurs fois. Ça c'est sûr. Ouais, et puis il dit aussi qu'au niveau projet et management, il y a suffisamment de temps alloué aux équipes pour comprendre et expliquer. Ouais, ça c'est sûr aussi que c'est un gros problème. Alors, Romain, je refuse de répéter cette phrase. C'est une blague nulle. Personne en Belgique ne dit ça. Ça suffit. Allez. Essaye de faire par les Belges. C'est pas grave. Non, je ne le dirai pas. Hors de question. Ah oui. Et donc, il y avait un peu de ça. Je trouvais que c'était intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de tirer du positif de ce syndrome? Est-ce qu'il y a moyen de tirer du positif? Bah oui, forcément. Le positif à retirer. Tac. Je réfléchis. Il y a beaucoup de positifs. Ouais, évidemment. Il y en a plein. Non, mais en fait, du coup, en tout cas, moi, les expériences où j'ai vécu le syndrome de l'imposteur, c'est des expériences où je suis venue me mettre dans une situation où j'étais pas, comment dire, dans mon élément, dans mon expertise, et à chaque fois, j'en suis ressortie grandie, j'ai appris des choses. Par exemple, tu donnes une conf, tu t'inscris, tu réponds à un CFP et hop, t'es pris, il faut que tu donnes une conf devant je sais pas combien de personnes. Tu es obligé d'apprendre en fait, et donc tu combats ton syndrome de l'imposteur parce que tu vas être en face de tout le monde, mais après tu apprends plein de choses en fait. Donc le fait des fois aussi de provoquer limite l'opposé du syndrome de l'imposteur. Là ce soir par exemple, je suis là mais je me suis fait violence en fait. Quand vous m'avez dit on le fait en live, je me suis dit ah merde, et après je me suis dit bah non en fait faut qu'on le fasse parce que ça ira mieux après, puis je serai contente de l'avoir fait, et puis j'ai appris des choses et on apprendra des choses. Et puis si on n'apprend rien, tant pis en fait. Pour ceux qui ne savent pas, elle a fait une dissertation de 12 pages, nous on a regardé, on a cherché toutes les fautes d'orthographe. Et il y en avait. Ah oui, c'est sûr. Non, mais honnêtement, je trouve pas. Une raison pour laquelle on voulait parler de ça avec toi, c'est parce que justement, tu es quelqu'un de très compétent, ça se voit.
Et surtout, enfin, je veux dire, t'es impliqué. Je veux dire, enfin, toi, c'est quelque chose que je trouve d'assez étonnant venant de toi, parce que justement, enfin, tu le prouves par plein de choses. Hein. Je veux dire, organiser le GDG Lille, le DevFest, des trucs comme ça, c'est des choses qui demandent énormément de compétences, de temps, d'efforts, de travail. Tu en as ici, souvent, on va en parler, mais tu travailles pour une boîte qui est vraiment géniale, qui aide les gens, vraiment. Je veux dire, moi, pour l'instant, je travaille pour une boîte qui fait du média. Donc, à part leur permettre de regarder le dernier Top Chef, moi, j'ai vu qu'il y en a des gens qui étaient super chauds pour ça, ma copine aussi. Hein, moi, je... Et à part regarder ça, tu vois, j'ai quand même l'impression de faire moins pour les gens que toi. Et donc, c'est aussi pour ça, je trouve, d'avoir des gens comme toi qui peuvent parler de ça et, enfin, et surtout assumer toi, le fait d'être. D'assumer voilà, que ça t'a bloqué plusieurs fois, etc. Bah, je trouve que ça montre bien voilà, que ça peut arriver à tout le monde. Quoi. Ça arrive à tout le monde, c'est ça. Ça arrive aux juniors et aux seniors, en fait. Ce que j'ai lu en préparant ma dissertation de 12 pages, c'est que quand on est junior, on est noyé dans l'océan avec plein d'informations autour, on ne sait pas où donner de la tête. Et en fait, quand on est senior, oui, c'est bien ça, quand on est senior, en fait, on sait pas mal de choses, mais on sait encore plus, du coup, ce qu'on sait pas, entre guillemets. Et vous avez compris. Ouais. Quand on est senior, on sait des choses, mais du coup, on sait encore plus ce qu'on ne sait pas. Oui, Fanny. Oui, oui. Alors, ouais. C'est la phrase qui dit le fou croit savoir et le sage sait qu'il ne sait pas. Ben voilà. Waouh. Ouais. On a Confucius ici, carrément. Drop de mic, carrément. Ah, voilà, drop de mic. Non, mais en fait, oui, c'est vraiment ça. Mais ouais, c'est tout. Voilà. Quelqu'un qui dit qu'en fait, avoir le syndrome de l'imposteur, c'est un signe positif, c'est le signe que tu doutes parce que tu sais que le champ des possibles est vaste. Finalement, c'est bien plus sain que d'être sûr de soi à tort. Merci Sylvia. Ouais, très très bien dit. Et donc en conclusion, t'en chies tout le temps. Ouais. Avec un peu de chance, t'es mieux payé quand même. Voilà, en fait, un senior, c'est jamais qu'un junior qui a une grande gueule et qui est mieux payé, quoi. En fait. C'est sûrement, ouais. Mais du coup, en tout cas, c'est mon cas, tu vois, c'est la seule différence. Mais en fait, après, tu vois, quand tu t'es mis, tu vois, si on reprend moi mon exemple où je me suis reconvertie, enfin en tout cas reconvertie entre guillemets, je suis restée dans la tech, mais où j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs choses différentes. Bah, d'un autre côté, j'ai vécu le syndrome de l'imposteur à chaque fois, mais maintenant j'ai moins peur parce que je sais que c'est faisable en fait de sortir de son domaine d'expertise. Je pense que du coup, quelqu'un qui a fait quelque chose pendant super longtemps va vraiment ressentir un gros syndrome de l'imposteur et va peut-être se freiner du coup à se dire bah, en fait non, demain je veux aller faire du cloud et je laisse tomber Android. Alors que quelqu'un qui a plus souvent pris des risques et qui a ressenti le syndrome peut-être plus fréquemment, bah, a appris à lutter et à vivre avec et a moins peur de faire autre chose. Moi, ça fait 20 ans que je bosse. J'ai bossé dans beaucoup de trucs différents, dans beaucoup de boîtes différentes, sur beaucoup de projets différents. Et à chaque fois, j'ai la trouille, quoi. À chaque fois que je démarre quelque chose, j'ai la trouille parce que je connais rien. Mais à chaque fois, j'aime bien parce que c'est justement quelque chose que je connais pas. Et moi, j'ai aussi ce côté où quand je fais la même chose pendant trop longtemps, j'en ai marre. Et donc, il faut que je change. Et c'est super bizarre parce que du coup, il faut que je me fasse mal pour passer pour aller plus loin, quoi. Mais j'ai aussi ce côté c'est le terme technique. J'ai toujours dit que tu étais SM et pas Scrum Master. Hein. Non, c'est ça. Et du coup, il y a donc Amel qui demande est-ce que chez Android League vous êtes touché par ce fameux syndrome. Donc moi, comme j'ai déjà dit, de toute façon, vu que je dis tout le temps que je ne sais rien, si tu ne sais rien, bah, tu peux pas être un imposteur. Donc, et donc il y a des super articles sur ce sujet autour du syndrome d'imposteur chez Dunning-Kruger. Ok, bah, n'hésite pas à mettre les liens si tu en as, c'est toujours intéressant. Proportionnellement, suite à votre écrasante défaite en 2018, vous avez plus de chances d'être concerné? Non. Alors, défaite de quoi exactement? Voilà, je vais supposer que c'est lié au foot. Ça doit être du foot, ouais. Et moi,
11 mecs qui courent, enfin, dont 22 mecs qui courent sur un grand terrain de plus d'une grande pelouse, ça m'intéresse pas. Donc, ils sont bien payés par contre, ça m'intéresserait bien. Mais voilà. Si on leur donne un ballon à quelqu'un, ils s'arrêtent de courir, quoi. C'est tout ce que je connais au foot. Non, moi, le foot, c'est un truc, ça me passe au-dessus de la tête, mais genre, je comprends pas. Donc voilà, donc, on parlait du fait que tu travailles chez Smart Macadam, on parlait de maladie, du coup, Smart Macadam, qu'est-ce que c'est, et surtout, pourquoi ce nom? Là, tu vas me poser une colle sur le nom. Smart Macadam, du coup, c'est une start-up nantaise que moi j'ai intégrée il y a à peu près 2 mois. Le but en fait de Smart Macadam, c'est de développer des outils, utiliser la technologie en tout cas pour améliorer le quotidien des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et également à terme les personnes qui sont en perte d'autonomie, donc les vieux, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai, les petits vieux, au final, c'est comme ça, quoi. Donc là, pour l'instant, on travaille sur une application mobile qui s'appelle Mementop et la cible qu'on adresse dans un premier temps, c'est des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer dans les premiers stades de la maladie. Et puis ensuite, en fonction de nos premiers tests de lancement qu'on a prévus en septembre, on verra comment est perçue notre application. Et puis derrière, on veut vraiment contribuer à la recherche en fait sur la maladie pour vraiment améliorer leur quotidien, des patients et aussi des aidants en fait, parce que c'est une maladie qui est super difficile à vivre pour les proches au quotidien, pour le personnel autour qui s'occupe des malades. Donc voilà, c'est un peu ça l'objectif de Smart Macadam. Et Smart Macadam, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Smart Macadam, c'est une très bonne question. À la base, ils voulaient faire des routes intelligentes, mais finalement, ils sont redirigés vers l'Alzheimer. Je vois bien que au départ, vous envoyez le... Pardon, vas-y. Je pense qu'au départ, l'idée aussi, l'une des idées, il me semble que c'était aussi de faire des applications pour aider les personnes malvoyantes. Car notamment, mon CEO, lui, a une maladie et il perd progressivement la vue, en fait. Donc, je pense que c'est peut-être l'idée de départ du nom de l'entreprise. C'est pour pas qu'il se retrouve sur le macadam. Je ne sais pas. Je sais pas après, parce que je pense qu'il a abandonné cette idée-là pour rester sur le concept d'aider les personnes âgées. Ça, je trouve vraiment génial, ouais. Ça, c'est top. Mais du coup, un truc que je savais pas, c'est donc tu as dit que c'était en remote. Oui. Parce que du coup, je me suppose que Lille, Nantes, je ne connais pas bien la géographie française, mais ça doit faire un putain de commute le matin. Donc, du coup, comment tu as trouvé un job en remote? Et est-ce que c'est dur de trouver un toit? Parce que du coup, en remote, tu as quand même aussi une compétition qui est vachement grande, quoi. Oui, oui. C'est super dur. C'est super dur. Ça fait en fait un petit moment que je regardais, en tout cas. J'avais décidé dans tous les cas en mars d'arrêter de bosser pour ma précédente boîte et si j'avais pas trouvé, de prendre du temps pour moi, bosser un petit peu plus sur les choses que je connais pas encore sur Android. Je voulais même faire de l'iOS, du Flutter. Et ça donc, suffit tout de suite. Ça faisait de dire des mauvaises choses comme ça. Ça faisait quelques temps que je cherchais et effectivement la concurrence est rude et voilà, tu te prends un petit peu de claque dans la gueule aussi. Ouais. Et du coup, ouais, je trouve que c'est encore aussi une preuve, tu vois, de dire que vu que la concurrence, au final, pour du remote, ça veut dire que il y a quand même beaucoup plus de gens qui peuvent se postuler, tu vois. Donc le fait qu'ils t'aient pris, c'est aussi, je trouve, une bonne preuve que. Je ne vais pas leur dire, mais ils se sont trompés en fait. Que tu arrives pas forcément à te vendre, de rien, t'as réussi. Ouais, t'as vu ça. En fait, tu vois, il y a des boîtes pour lesquelles j'ai passé des entretiens en remote. Et il y a un truc, moi, qui, à la fin, m'a un petit peu dégoûtée. Et ensuite, je postulais plus jamais à ce genre de boîte. C'est quand tu as des projets où on te donne un projet super vaste et puis on te donne une semaine pour le faire. Sauf que, en fait, pendant une semaine, tu avais potentiellement une vie, des projets perso. Moi, j'ai une petite fille, donc ça prend aussi pas mal de temps. Donc, tu te retrouves no life pendant une semaine. Si tu es en train de chercher du boulot super activement,
Il y a peut-être d'autres boîtes qui te donnent aussi des projets à faire. Donc, tu enchaînes semaine sur semaine des projets énormes, super vagues, et où à la fin, il y a toujours quelqu'un qui va trouver une petite broutille à dire. Et en fait, j'ai arrêté à la fin parce que je trouve que bah, c'est super déceptif parce que tu passes beaucoup de temps. Et au final, bah, il y a un truc qui s'appelle une période d'essai. Donc, tu fais passer les entretiens, tu fais poser des bonnes questions aux gens, etc. Et puis, si ça ne matche pas, après, tu arrêtes la période d'essai. Mais voilà. Bon, en gros, j'ai eu de la frustration aussi par rapport à ce genre de mode de recrutement qui, je trouve, est pas forcément inclusif. Ah, je comprends, moi j'ai eu le cas où pour une boîte, ils m'ont donné je devais faire un tic-tac-toe, donc un morpion, en Android, top, comme exemple. Et bah, enfin, donc enfin, j'ai quand même essayé de le faire entre guillemets bien, donc ça m'a pris, je dirais, les 4 ou 6 heures, un truc comme ça, tu vois. Et après, en fait, ils m'ont renvoyé des trucs débiles, genre il y a un endroit, j'avais 4 niveaux d'indentation parce que j'avais utilisé des trucs en Kotlin, euh, et donc du coup, j'avais des trucs comme ça, genre oui, 4 niveaux d'indentation, c'est trop. Euh, Enfin, des trucs de ce style-là, quoi. Donc, en plus, donc, j'avais unit testé, UI testé, et en plus, c'était accessible et j'avais mis des animations. Donc, pour un tic-tac-toe, je trouvais ça pas mal. Et ils ont refusé de me voir en disant que c'était le truc, allez, euh, leur test de tri, quoi. Et je dis, quand quelqu'un passe ne serait-ce que 2 heures à faire quelque chose pour toi, ouais, la moindre des choses, c'est le moins de le rencontrer 30 minutes pour en parler, quoi. Et pas envoyer un mail avec des trucs bidons, enfin, je trouve. Ouais. Donc, du coup, je comprends parfaitement ce que tu ressens. Et surtout, Euh, certaines de ces boîtes, tu vois, il y en a une dans la fiche de poste, tu vois, dans l'une des bullet points, c'est oui, les valeurs humaines, c'est super important, ça passe avant tout pour nous. Ouais, mais en fait, là, tu es en train de m'évaluer comme un bout de papier, quoi. Enfin, Ouais, clairement. Mais alors que Romain dit, donc l'entretien d'embauche, c'est de faire les contrats de la boîte. Parce que ouais, je trouve qu'un truc d'une semaine, ouais. Clairement, c'est ça. violent. Il y avait une bonne question aussi, c'était l'expérience sur une techno spécifique est-il à privilégier ou bien plutôt plusieurs expériences sur différents langages? Donc par exemple, full stack back front est-il mieux? Et moi je trouve ça intéressant parce que moi justement je me spécialise sur Android, donc je veux pas faire d'iOS, etc. Donc, et toi justement tu as une expérience qui est beaucoup plus grande. Alors comment toi tu vois ça? Est-ce que tu trouves que ton expérience générale se vend mieux en général ou est-ce que les gens cherchent plus du spécifique? non, les gens, j'en ai parlé avec Yacine de Google, là, que vous avez interviewé aussi la dernière fois, parce qu'effectivement, lui, en fait, il arrivait sur Android et il n'était pas du tout dans le monde d'Android avant aussi. Et le constat qu'il avait et qui était intéressant, c'est qu'en France, en fait, les profils de dev, c'est souvent, on cherche des gens très spécialisés et les entreprises cherchent des gens efficaces tout de suite, en fait. Là où potentiellement Google ou des plus grosses boîtes ou aux US ou en Angleterre, visiblement c'est pas la même chose. Et je trouve que du coup c'est un peu dommage du coup de forcer aux gens de se spécialiser autant pour réussir à trouver un job bah, dans son domaine. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien faire un petit peu de tout, mais c'est pas évident parce que forcément tu es en compétition avec des gens qui n'ont pas fait un petit peu de tout et qui seront forcément plus efficaces, plus rapidement ce que la boîte va rechercher. Et la boîte, elle va chercher l'efficacité en fait plutôt que d'investir dans un potentiel sur le long terme. C'est marrant, moi ce que je vois comme offre d'emploi enfin, par ici, en tout cas en Belgique, c'est plutôt il faut être spécialisé dans tout et, et c'est très compliqué. Il y a beaucoup, en tout cas quand tu fais du web et tout, ils cherchent effectivement des full stack, quoi. Ah mais Alors ça, même c'est un ici, hein. terme qui me rend dingue. Full Ouais. stack, ça veut rien dire quoi. Il faut qu'on arrête avec les full stacks. Voilà. Le prochain full stack que je vois, je lui fous mon point dans la figure. Obligé. Ouais, c'est un person people, hein, Yannick, il est très social, lui. Mais donc, non, le truc que j'adore, moi, c'est pour l'instant les trucs que je vois. J'ai même eu un truc où le gars, il cherchait un développeur Android iOS spécialiste. Donc, moi, je lui ai dit, bah, quand j'engage un plombier, j'attends pas ce qu'il soit électricien. Enfin, mais ça a pas fait tilt. Ils m'ont pas pris non plus. Tant Non mieux, mais au final. Tant c'est mieux. vrai. Non, mais tu vois, C'est- ouais, les gens veulent tout pour rien. Enfin, Ouais. Bah, enfin, ou alors ils veulent tout, mais tu te dis, bah, en fait, qu'est-ce que tu m'apportes au final? Si j'ai tout là sur ton papier, pourquoi je viens? Qu'est-ce que tu m'apportes? Ça, c'est bien ça. J'ai jamais pensé à ce côté-là. C'est bien dit. C'est vrai.
On va peut-être revenir un tout petit peu sur ce dont on parlait, à savoir Alzheimer. Ah oui, un truc que je voulais dire, parce que j'avais oublié. Non, un truc que je voulais dire, c'est tu saurais envoyer la personne qui a trouvé le nom de votre app en Belgique, parce que nous, on a vraiment besoin de gens qui trouvent des bons noms pour les apps. Parce que vous, ça s'appelle Memantop, je trouve ça marrant. Vous avez des problèmes avec vos autoroutes toutes pourries. Non, pas le nom Aussi, de la ouais. boîte, le nom de l'app. Tu as dit que ça s'appelait Memantop. T'aimes bien? Ouais, moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Mais nous, on a des noms d'app de merde, donc du coup, help, à l'aide. Ok. Bref, donc comment est-ce que vous faites, en gros, comment est-ce que vous approchez une application pour aider les gens qui ont Alzheimer? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? En gros, la boîte existe depuis 1 an ou 2, il me semble. L'équipe technique, on est vraiment là arrivé il y a en masse entre guillemets il y a 1 mois ou 2. Et en gros, avant le CEO a beaucoup travaillé avec un comité scientifique. Il a monté un comité scientifique en fait avec des experts du domaine, donc des gens qui travaillent, des gérontopoles. On travaille beaucoup avec France Alzheimer aussi. Ce qui permet en fait de valider au maximum en fait les concepts et les fonctionnalités qu'on va développer, qu'on veut développer. Donc c'est comme ça pour l'instant, on s'assure qu'on part comme il faut. Et ensuite, on va tester le plus tôt possible auprès de notre cible. Après, la difficulté, bon, déjà là, le Covid n'a pas forcément aidé parce qu'aller voir des personnes âgées et malades pour faire tester des choses en ce moment, c'est assez compliqué, même si on commence à partir de la semaine prochaine, mais vraiment dans un cadre très, très protégé. Donc voilà, on a plutôt hâte de faire tester les applis. D'accord. Parce que ça doit pas être facile, enfin c'est quand même une maladie qui est compliquée. Ça doit pas être facile de trouver un moyen avec une app, avec la technologie accessible à tout le monde. Moi je suis assez impressionné par ce genre de tentative. Après, ils sont beaucoup. C'est un public qui est beaucoup dans la demande aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, la maladie d'Alzheimer, les traitements médicamenteux sont plus remboursés. Parce que pour différentes raisons, mais ça engendrait visiblement beaucoup d'effets secondaires et selon l'âge du patient, c'est pas forcément recommandé. Et surtout, en fait, la recherche aussi montre que tout ce qui est justement approche non médicamenteuse pour améliorer les symptômes de la maladie, essayer de retarder au maximum les pertes de mémoire, c'est ce qui marche le mieux. Donc, je pense que les gens sont beaucoup à la recherche aussi de solutions. Que ce soit des choses pour stimuler la mémoire et aussi des choses pour les aider dans le quotidien à reprendre un petit peu d'autonomie. Par exemple, nous, le premier axe sur lequel on travaille en ce moment, c'est sur un agenda qui va vraiment focaliser sur ce que le malade doit faire aujourd'hui et demain. Parce que en fait, c'est aussi les premières choses que la maladie va attaquer, en fait, ce genre de souvenirs temporels, en fait. Donc du coup, voilà, on veut essayer de lui permettre de retrouver de l'autonomie en ayant quelque chose qui soit vraiment adapté pour lui. Et l'intérêt de l'application aussi, c'est qu'elle est les aidants, donc les aidants du malade, ont aussi accès à la même application, mais avec une interface presque la même en fait, avec quelques informations en plus qui leur permettent aussi de suivre un petit peu ce que le patient fait et de pouvoir rajouter des choses pour le patient, etc., pour pouvoir l'aider en fait. Ça se pose vraiment en interface les deux publics en fait qu'on a, qui sont les patients et les aidants. Excellent. Okay. J'avais une question. Quand on travaille dans ce genre de milieu, après combien de temps est-ce que ça devient lourd les blagues sur j'ai oublié? Écoute, en fait, je crois qu'on l'a jamais fait. Sérieux? Ouais. Parce que moi, depuis qu'on en parle, j'ai plein de blagues comme ça et je me dis c'est c'est déplacé, je vais pas les faire. Ok. Donc on ne saura peut-être jamais. Oui, du coup, donc ça c'est un sujet que je trouve intéressant, c'est quand on pense à l'accessibilité, on pense à en termes de malvoyants, de malentendants. Mais du coup, je suppose qu'avec Alzheimer, on a aussi d'autres problèmes. Enfin, donc, déjà, je suppose que si c'est des vieux, on va forcément avoir ces problèmes-là. Mais on risque d'avoir d'autres problèmes d'accessibilité. Et donc, est-ce que c'est souvent des choses auxquelles vous êtes confrontés? Est-ce qu'Android vous permet justement
d'arriver à traiter ces problèmes-là? Alors, il y a, juste pour te reprendre, il y a vieux et vieux, tu vois, maladie d'Alzheimer, tu peux commencer à la contracter à partir de 50 ans. Tu as 3% enfin, 3 personnes sur 100 qui ont la cinquantaine qui peuvent avoir Alzheimer. Et ensuite, ça va jusque des pourcentages de 19-20% quand tu as 75. Donc, tu vois, c'est une population... 75. Comment? 75. 75, désolée. Je suis obligé. Et donc, c'est pas une population si vieille que ça, en tout cas, en tout cas au début. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, soixantaine, c'est mes parents. Et mes parents, ils savent utiliser un téléphone, alors ils sont pas hyper à l'aise. Donc, c'est déjà, tu vois, je pense que c'est déjà un premier niveau d'accessibilité. L'accessibilité pour les personnes aujourd'hui qui sont pas nées avec la technologie, et donc, où dès quelque chose qui est naturel pour nous ne le sera pas pour eux. Et on a un problème, on a une problématique d'accessibilité. En plus, le fait que ce soit des personnes qui perdent la mémoire, c'est-à-dire que une fois qu'on aura lancé l'app, on ne change plus un bouton de place, quoi. Ou, tu vois, la personne va prendre des repères. Déjà, c'est pas quelqu'un qui est digital native, mais donc à moins de facilité avec la technologie, c'est sûr, mais qui en plus est en perte de repères dans sa vie en général. Donc, tu vois, nous, une application, elle change de design, Slack, ils ont tout changé, tout le monde est perturbé au début. En fait, quelqu'un qui a Alzheimer, c'est pas possible. Donc, on peut pas se permettre de changer de place un bouton, de changer de couleur quelque chose. En tout cas, si c'est quelque chose qui est fondamental dans ses habitudes. Donc, c'est là que c'est notre challenge en termes d'UI, UX est assez fort sur ça. Le bonheur, jamais de rebranding, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est pour ça que du coup là on réfléchit beaucoup en fait à l'UX qu'on va proposer, à l'UI, parce que on peut pas vraiment se planter, quoi. Ouais, ça doit être bon depuis le début, quoi. Ouais. Aussi bon que possible en tout cas. C'est ça. Hein. Je suppose que les améliorations doivent être très minimes si vous changez des trucs. Voilà, oui. Ouais, c'est autre chose. Après, sur l'accessibilité en général, on suit les précaux effectivement d'Android progressivement. Alors l'avantage du coup, comme notre CEO est non-voyant, c'est que c'est un bon testeur. Donc effectivement, on essaye d'avoir des icônes assez grosses, de s'assurer que les polices, quand on agrandit les polices, ça matche toujours, on met les contenus de description, etc. Donc on essaye de faire au maximum que ça soit accessible pour tout le monde. C'est obligatoire en fait que ça soit accessible, c'est même pas une option. Ça c'est bien parce que je vois plein d'apps où l'oublie parce que du coup c'est facile de passer outre, quoi. Et en fait c'est vrai que c'est super important parce qu'on se rend pas compte qu'on peut tous du jour au lendemain avoir un problème. Je pense que moi ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'était une conférence quand j'avais été j'ai oublié le nom du truc maintenant. Google a fait un framework JavaScript là, que personne n'utilise mais que j'aime bien, dont j'ai oublié le nom maintenant tout de suite. Ah bon, t'avais été Polymère, voilà. J'ai dit que personne n'utilisait. Donc du coup, j'avais été à une conférence là-dessus, et il y a une fille de chez Google, une femme, pardon, c'est mon Google Home, une femme qui était montée sur scène et qui avait expliqué qu'en fait elle était aux études, et en fait du jour au lendemain, il y a une tache noire qui est apparue dans ses yeux, et en fait cette tache noire grandissait, quoi, au point où en fait pour continuer ses études, ses parents étaient obligés de lui lire ses cours et de les enregistrer pour qu'elle puisse faire ça, quoi. Et donc elle disait, voilà, du jour au lendemain, elle a dû commencer à utiliser ça, et elle s'était jamais rendu compte à quel point du coup c'était important. Et voilà, donc, je pense que du coup, nous, on a aussi cette responsabilité-là pour les gens et aussi pour nous, quoi. Pour plus tard. C'est clair. Et puis, on va vivre... la population est vieillissante, donc un jour, on sera vieux aussi. Donc, même par égoïsme, tu vois, de te dire, j'aimerais bien, quand je serai vieux, d'avoir des applis qui soient, ou pouvoir continuer à utiliser les choses que j'utilise aujourd'hui, en fait. Mais ça, c'est le créateur de South Park, Trey Parker, il disait qu'il avait dit à ses parents que le jour où il deviendrait un légume, il faudrait le tuer, donc autour de ses 30-35 ans.
Donc, il y a quelqu'un qui demande donc, si vous faites des cycles agiles. Donc voilà, donc dans votre projet, donc il dit j'ai Ouais. l'impression que les cycles de release soutenus réguliers avec leur lot de changements, nouveautés ne sont pas forcément souhaités dans ton projet. En tout cas, pour l'instant, non. Là, on a défini un périmètre fonctionnel où on a vraiment pris beaucoup de temps pour le mettre en place. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu en ligne droite pour livrer une première version en septembre. Et ensuite, après, on sera en cycle agile, mais en faisant attention à chaque fois à l'UI, à l'UX, à l'impact que ça peut avoir sur les malades. Tous les jours, tout ce qu'on fait, à chaque fois, on se dit on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher et on se met tous les jours en fait dans la peau de nos utilisateurs. Chose que je faisais pas forcément avant en fait. Là c'est juste essentiel en fait d'y penser à chaque fois. Mais non, mais c'est pratique justement, t'as pas besoin d'y penser, il suffit d'oublier à chaque fois. Pardon, désolé, j'arrête. Non, mais du coup, j'avais une idée et je viens de la perdre. Oh, c'est con. C'est même pas une blague en plus. Je voulais dire un truc. Bon, tant pis, laissez tomber. On passe à la suite. Ah, donc, une bonne question aussi. Donc, vous accompagnez vos utilisateurs dans les changements, vous mettez en place des tutos in-app un peu particuliers ou c'est de l'humain only ou c'est vrai que donc voilà, quand tu as ce genre de public qui est Ouais. un public plus difficile, est-ce que justement il y a une attention toute particulière justement à l'apprentissage de l'application ou Ouais, mais justement en fait là on va mettre en place un service client en fait. Qui sera là pour épauler les aidants, en particulier les aidants, puisque c'est eux en fait qui vont accompagner les malades pour utiliser l'application. Donc moi je trouve ça super, c'est la première fois que dans une startup je vois aussitôt dans le lancement on pense à mettre un service client parce que c'est essentiel de les accompagner. et est-ce que vous avez une fonctionnalité, j'ai oublié mon mot de passe? Alors pour l'instant, on n'a pas encore travaillé sur les interfaces de login, etc. Donc je ne sais pas encore comment. J'ai pas encore lu les specs, donc je pense que ça a été adressé, mais je sais pas encore comment ça va fonctionner. Mais effectivement, il faut qu'on fasse attention aussi à ça, il faut que ça soit intuitif. Non mais ouais, c'est clair, on n'y réfléchit pas, mais nous pareil, on a fait un truc où on a aussi un public qui est de manière générale assez vieux, enfin en tout cas moins, comme tu l'as dit, natif du digital, enfin du numérique. Et Mhm. du coup, c'est important de mettre des mots, enfin des messages qui soient explicites pour dire, parce que enfin, je me rappelle un jour, j'avais reçu un mail. Donc j'étais en support et en fait j'ai reçu un mail d'un client, enfin qu'on m'a transféré d'un client qui disait que c'était absolument inacceptable que l'URL de reset de mot de passe soit aussi longue et avec des caractères aléatoires parce que du Est-ce qu'il coup avait tout tapé? il n'arrivait pas à le retaper. Et donc il n'avait pas compris qu'il pouvait cliquer dessus ou copier-coller. Et donc il faut savoir quand même que c'était remonté jusqu'à moi pour ça, hein, et qu'il demandait à ce qu'on reset son mot de passe pour lui. Donc ce qui est quand même incroyable, c'est du coup, il y a quand même la personne de Frontline qui a reçu cette demande et qui me l'a renvoyée. Donc, moi, j'ai cliqué sur le lien, j'ai mis test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, et j'ai répondu, voilà, maintenant le mot de passe est test 1, 2, 3, merci de le changer. Et donc, et alors, du coup, on a renvoyé un mail en disant qu'on était désolé, qu'on allait faire un effort sur la longueur des URL. Donc voilà, je sais pas trop. Donc, parfois, enfin, c'est con, hein, mais il faut, je pense, arriver parfois à se mettre, comme tu dis, dans la peau des utilisateurs. Et voilà, parfois les gens ils sont frustrés, ils sont dans une situation qui leur déplaît, ils veulent accéder au truc, ils ont oublié leur mot de passe, ils sont pas, enfin ils connaissent pas. Et du coup, enfin j'en rigole maintenant, mais je peux comprendre aussi que cette personne-là, elle était frustrée et que du coup ça l'a énervé quoi. Mais moi je me demandais par rapport à Smart Macadam, est-ce que vous utilisez d'autres, enfin développé pour d'autres types d'appareils? Parce que j'aurais tendance à croire justement que Android Wear, même Android TV peut-être pour afficher toi en permanence ton agenda ou même Google Home, est-ce que c'est des choses que enfin, avec lesquelles vous interagissez? C'est des choses qu'on envisage. Pour l'instant, on pense que, en tout cas pour le premier stade de la maladie, puisque la maladie d'Alzheimer, en fait, il y a différents paliers, différentes phases. Donc, dans les premières phases, on pense que le téléphone, ça va fonctionner. Par contre, on sait clairement que, avec l'évolution de la maladie, la personne va plus penser à charger son téléphone. Donc derrière, on sait qu'on doit essayer d'imaginer d'autres moyens de pouvoir continuer à interagir avec le dispositif, donc que ce soit potentiellement vocal,
que ça soit effectivement via la télé. On a pensé aussi à tout ce qui est wear. Après, à voir s'il n'y a pas la même problématique de recharger son appareil aussi. Avec Wear, ce sera pire. C'est ça, ouais. Je ne sais pas vraiment, mais je pense que ça montre, en tout cas, moi, j'ai plus de mal à la remettre à recharger. Donc, on sait effectivement qu'on va devoir changer de support après. Et on va tester, en fait. On va voir vers quoi on part. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais zappé, c'est par rapport au cycle agile, c'est qu'il n'y a pas que la UI dans une app, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Et donc, on peut changer plein de trucs derrière et faire quand même des releases régulières. Donc ça, voilà, c'est tout. Et vu que maintenant je m'en suis rappelé, ben, je le dis. Et voilà. Une question, donc c'est distribué par quel biais aux malades soignants? Est-ce que vous avez des partenariats avec des structures médicalisées? Oui, donc là, on travaille avec France Alzheimer. Donc, ça sera en tout cas distribué par France Alzheimer et on va le mettre sur les stores aussi. Donc, après, c'est aussi à voir comment ça évoluera. Mais en tout cas, dans un premier temps, on sait qu'avec ce partenariat, on va avoir accès très facilement aux patients et à leurs aidants. Et ça sera de toute façon sur les stores. Ok. Alors, j'avais aussi une question. Enfin, est-ce que, tu vois, donc ce type de maladie, est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi des choses qu'on peut mettre en place, comme par exemple utiliser les notifications, par exemple, pour toutes les 10 minutes ou quoi, remettre un truc qui dit est-ce que tu n'as pas oublié de faire ça et que la personne puisse snooze ou rappel ou j'en sais rien. Oui, effectivement, là, tu vois, dans l'application, il y a donc cette notion d'agenda, il y a aussi une notion du coup de rappel, etc., pour savoir ce que tu as à faire. Il y aura un autre point fonctionnel sur des mémos, par exemple, comment utiliser ma cafetière, parce que je ne sais plus comment elle fait. Ce qu'on imagine, ce qu'on imagine, c'est que le patient, au final, sur son téléphone, il n'aura plus qu'un seul repère, ce sera Mementop, parce qu'il aura justement ses repères dedans. On mettra aussi une partie sur les albums pour pouvoir mettre des photos des proches et pouvoir les étiqueter, etc. Et puis, on envisage aussi, on travaille sur des jeux, parce qu'on sait que les jeux, justement, vont venir aider à stimuler le cerveau et à venir et à retarder en fait les effets de la maladie. Donc, il y aura aussi un jeu dans l'application. Donc, tu commences à voir le gros truc que ça sera, mais ouais, ne mettez pas Memory, hein. Ça c'est le pire jeu au monde. Hein. Non, en fait, on est en train de concevoir. C'est vraiment une start-up de recherche dans le sens où beaucoup de gens de l'entreprise, en fait, finalement, sont des chercheurs ou bientôt on aura des thésards. Et là, on a une chercheuse justement qui travaille à concevoir en fait un jeu qui en même temps va pas infantiliser les patients, parce que tu t'imagines, tu as Alzheimer demain à 65 ans, puis on te dit fais un petit bac, ou fais, je sais pas, les Belges, vous connaissez le petit bac, ou baccalauréat, ou tu fais des jeux, tu fais un puissance 4 ou quoi, tu as 65 ans, tu vas te dire non, mais en fait, tu me prends pourquoi là? Donc, tu vas essayer de trouver un jeu qui infantilise pas et en même temps essayer de trouver aussi un jeu où la personne elle va pouvoir réutiliser les concepts qu'il y a dans le jeu dans la vie courante en fait. Par exemple, tu fais un jeu je sais pas, de bataille navale. T'es super bon en stratégie de bataille navale, ouais, mais au quotidien, en fait, comment tu retranscris ça, c'est pas hyper évident. Donc, on essaye. Il y a une chercheuse justement qui travaille sur la conception de ce jeu-là, potentiellement sur un univers de contes, etc. Il faut aussi pas culpabiliser aussi la personne qui, dans son quotidien, sans cesse, les gens sont maladroits et lui font comprendre qu'elle oublie. La personne perd progressivement son identité aussi, oublie des choses très simples. Donc, essayer d'avoir un jeu qui n'est pas culpabilisant quand la personne ne sait pas. Voilà, donc on fait beaucoup de recherches aussi sur ça pour vraiment travailler, essayer à la fin si on peut faire gagner 2 semaines en plus d'autonomie à une personne, reculer de 2 semaines les effets de la maladie, on aura déjà bien gagné, quoi. Ouais, c'est clair. Une excellente question dans le chat. Comment ça se décide une expérience de l'UI ou au geste? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée formée à l'UX et à la maladie, ou c'est une discussion entre vous dans l'équipe d'un peu tous les métiers,
ou vous êtes alimenté par des médecins? Je crois qu'il y a eu une partie de réponse déjà dans ce que tu viens de dire. Oui, on est alimenté par des médecins, justement par le comité scientifique qui a été mis en place. Tout ce qu'on fait est validé enfin, plusieurs fois par ce comité-là. La chercheuse dont je vous parlais, elle est spécialisée en fait dans tout ce qui est stimulation et facultés cognitives et sur le cerveau en général. Je ne vous parlerai pas plus de ce qu'elle fait parce que c'est hyper compliqué et c'est pas du tout mon domaine. Et elle est aussi formée en fait dans l'UX. Sur l'UX, on a aussi une UX UI designeuse, donc on a plein de gens hyper compétents aussi qui viennent, où on vient tous mélanger en fait nos compétences pour travailler sur l'expérience utilisateur. Et en même temps, en fait, même moi, nous en tant que développeurs mobiles, on arrive avec nos connaissances de c'est quoi une expérience mobile. Et en fait, tout le monde contribue aussi à donner son avis sur l'expérience qu'on va proposer. Un vrai travail d'équipe de ouf, quoi. Il y a des gens qui parlent encore, communiquent. Et du coup, je pense on a pas mal fait le tour, mais un truc que je trouve assez important, c'est est-ce que l'impact d'un bug dans un milieu aussi sensible que celui-là peut avoir des répercussions justement plus graves. Enfin, toi, je pense que parfois on pense à un bug genre chez Boeing ou quoi, pour pas les citer. Toi, ça peut être vachement grave, mais je pense que dans ton milieu, ça peut aussi être. C'est super important, c'est super grave. En fait, nous, on n'a pas droit tu vois, souvent, tu as un taux de crash où tu te dis, bon, allez, si sur Crashlytics, on est à 98% sans crash, bah, en fait, non, nous, il faut que ça soit à 100%, parce qu'un crash, bah, déjà, pour une personne qui a 60-65 ans, bah, moi, j'ai déjà entendu des personnes me raconter, bah, ma mère, elle avait un truc avec son téléphone, ça marchait pas, et elle se sentait coupable parce qu'elle n'arrivait pas à le faire fonctionner, et en fait, c'était hyper compliqué à résoudre. Donc déjà, c'est un public qui n'est pas natif avec la technologie, et peut vite se sentir coupable quand quelque chose ne fonctionne pas, ou même le rejeter. Tu vas dire, bah non, en fait, ça, c'est pas... je comprends pas, ça marche pas, c'est quoi ton truc, etc. Donc c'est déjà une personne qui est pas hyper à l'aise avec l'outil, et une personne qui, le fait d'avoir un crash peut avoir une implication sur son état de santé, c'est juste pas possible, quoi. Donc on peut clairement pas avoir de crash. Du coup, j'ai rigolé parce que... Ouais, vas-y. Non, j'ai rigolé parce qu'il y avait une question, un troll qui était... Vous utilisez pas les libres de Google alors? Non, j'allais dire, un 100% de pas de crash, c'est extrêmement compliqué quand on connaît l'énormité du panel de devices Android qui existe. Donc, est-ce que vous avez l'intention de limiter un petit peu ce panel-là ou quoi? Et comment est-ce que vous avez approché ça? En tout cas, nous c'est notre objectif, le zéro crash, et ce qui au quotidien, en fait, dans nos choix techniques est quelque chose auquel on pense à chaque fois, en fait. Et sur les devices, on pense en tout cas dans les premières phases de test où on va faire tester aux gens, c'est de leur envoyer ou de leur filer des smartphones en fait. Et du coup, en tout cas sur iOS, on allait choisir un iPhone, même s'ils ont moins de problématiques que nous sur Android. Et sur Android, on va aussi décider quel sera notre téléphone de référence, en tout cas pour les premières phases de lancement de l'application. Ouais. J'ai bossé dans une toute petite start-up qui avait fait des systèmes pour les personnes âgées mais qui sont à la maison et qui avaient besoin d'un bouton help en gros, simplement. Ouais. Et au final, après avoir testé plein de trucs, on a pris la décision de filer le device avec le service. Donc donner l'appareil avec le service, et nous on contrôle les appareils parce que c'était juste trop compliqué de faire une application qui fonctionne exactement de la même manière qui arrive dans le store. Ouais, c'est clair. Et là, c'était pas aussi grave, entre guillemets. Et même sans parler de crash, tu vois, même juste des bugs, là, nous, forcément, on va se faire certifier pour être certification d'application médicale, hein, je sais plus le nom, alors que j'arrête pas de... Bon, bref, dispositif médical. Et en gros, imagine un patient, il met dans son téléphone un rappel, prendre mon médicament tous les jours à 10 heures.
en fait, tu peux pas avoir de bug sur ce rappel ou sur cet agenda parce que si il prend son médicament au mauvais moment ou s'il oublie de le prendre ou s'il le prend trop de fois, et même sans parler de bug, là, la dernière fois, on se faisait des nœuds au cerveau, pardon. Le patient, il met ce genre d'informations dans son agenda, il se met un rappel, et puis il change de time zone parce qu'il voyage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, on n'a toujours pas encore trouvé de solution à ce genre de choses. C'est super touchy parce qu'on touche à la santé des gens. Ah, en plus, les rappels en Android, c'est super dur. Et bien en plus, je sais, moi, j'avais fait une application pour me rappeler de sortir les poubelles, donc c'est toute une longue histoire ce truc-là, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché au truc. Mais j'ai plein de fois des gens qui se plaignaient comme quoi ça marchait plus. Et en fait, c'est juste comme ça ne faisait que rappeler, en fait, au bout d'un moment, le système décidait de plus montrer les notifications. Et en fait, pour ça, je sais plus c'est quoi, il y a un site que les gens ont fait où ils montrent un peu les différents OM qui sont vraiment pourris, quoi. Et il y en a plein, en fait, qui décident d'optimiser, soi-disant, la batterie pour toi et de killer les applications, même si elles font rien. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont hyper touchy parce que donc Android, bon, bien que c'est pas mal, c'est pas parfait. Et après, il y a tous les OM qui rajoutent leurs couches qui sont pas évidents. Donc, je pense que, comme tu dis, le fait de choisir un device, c'est peut-être une bonne idée, surtout au début. Et on a pas mal de questions, du coup, par rapport à ça. Donc, en dehors du process classique, review, QA, test automatisé, etc., comment s'assurer que ça ne crachera jamais sur Android? Donc, ça, je pense que c'est peut-être une question pas la un peu réponse. vague. Et donc, est-ce que vous avez une couverture de test importante pour assurer le zéro crash? Alors, je ne saurais pas te dire un pourcentage ou quoi. En tout cas, on focalise beaucoup sur l'écriture de tests unitaires, de tests UI, etc. C'est juste, et on essaye de bien tu vois, tout n'est pas testé parce que ça sert à rien de tout tester. Mais par contre, on va tester des choses qui nous paraissent importantes et clés au niveau de l'application, donc notamment sur l'agenda, le genre de use case dont je vous parle, sur les time zones, sur l'affichage des informations, sur les rappels, on écrit et on va écrire des tests UI, c'est juste obligatoire, quoi. D'accord. Et en plus de ça, est-ce que vous avez d'autres types de trucs? Parce que dans toi, il y a l'analyse statique et ce genre de choses, find bugs et tous ces trucs-là. Est-ce que vous utilisez ces outils-là pour justement essayer d'encore plus aller plus loin? Je sais qu'en Kotlin, il y a Detect qui s'occupe de faire ce genre de choses. Est-ce que vous utilisez ce genre d'outils ou... On a mis Detect. Après, les autres outils dont tu parles, je ne les connaissais pas, donc je t'avoue que j'ai plutôt retouché à ça parce qu'on n'a plus besoin d'aller si loin, mais par exemple, il y a un truc qui s'appelle Sonar, que tu connais peut-être, Sonar Cube, et notamment, il y a pas mal d'analyses là-dedans, enfin, avec les lints et tout ça. Tu connais pas, t'es trop nul. Je ne savais pas que ça existait sur Android, Sonar. Ah, si, ça marche. D'ailleurs, marche. Et t'as Lint aussi, du coup, qui se met dedans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un peu galère à mettre en place avec Gradle. Hein, mais... Ouais, c'est pas super simple. D'ailleurs, moi, j'ai jamais réussi à faire fonctionner Jacoco avec Gradle et multimodule. Hein. Donc, si un jour que quelqu'un... Ah bah, montre-moi. Et alors, du coup... J'espère que t'as 2 jours. Oui, est-ce que vous faites des règles custom Lint? Non, pas pour l'instant. Alors, pas à ma connaissance, c'est mon collègue qui a géré ça. Mais je pense pas qu'on ait fait des règles custom. Ok. Parce que ça, moi j'en ai fait une pour les noms des thèmes. Et je crois qu'il m'a fallu 3 jours pour arriver à le faire fonctionner dans Android Studio. Et je sais pas comment ça se fait que ça marche maintenant. Donc le truc marchait, mais par contre ça ne s'affichait pas dans Android Studio. Et puis du jour au lendemain, ça a marché. Voilà. Donc ça m'a rien intéressé. Ah bah c'est mon collègue qui dit qu'on n'a pas de règle Lint pour l'instant. Merci Titouan. Ben voilà, je sais pas si on a peut-être fait le tour de Smart Macadam, je sais pas si t'as des trucs à rajouter là-dessus. Non, je ne pense pas. Attends, je regarde mes notes de 12 pages. C'est sur la page 4. T'es dessus, toi, je suis sûre. Non. Même pas. Même pas vrai d'abord. Mon PC n'a pas assez de RAM pour l'afficher en une fois. Non, mais du coup, on voulait aussi parler de GoFigure, parce que voilà, comme je dis... parce que t'avais pas assez de trucs, je faisais pas assez de trucs, alors tu t'es dit je vais en faire un de plus. Donc GoFigure, c'est quoi? C'est pour qui? Est-ce que tu peux en dire plus? Ouais, GoFigure, c'est mon dernier projet perso.
C'est une application qui permet de reconnaître des célébrités en les prenant en photo. En gros, moi, ça m'arrive plein de fois. Je regarde une série et tu vois un acteur et tu te dis, mais merde, c'est qui lui déjà en fait, dans quoi il a joué? Et je me suis dit un jour, tiens, ça serait trop cool d'avoir une app où tu prends en photo ta télé ça te dit qui c'est, ça te donne sa filmographie et t'es pas obligé de chercher sur Google, finir sur IMDb voilà, je voulais un truc qui soit plus rapide, donc j'ai développé cette petite application sur mon temps perso. Ah, c'est top. Mais du coup, moi j'ai commencé à utiliser Amazon Prime récemment, et dedans ils ont un truc qui s'appelle X-Ray, et ça c'est top aussi quoi. À part que ça te dit, ça te dit qui c'est, mais ça te dit qui c'est, mais ça te dit pas nécessairement dans quoi ils ont joué quoi. Il y a quelques trucs qui te dit genre connu pour, mais ça pas le truc, enfin le truc complet IMDb. Les infos sont pas folles, mais c'est fou parce que en fonction de l'image dans laquelle tu te trouves, il va te dire les acteurs qui sont sur cette image-là. Et moi, je trouve ça assez balèze. Je ne sais pas s'ils font par reconnaissance d'image ou est-ce qu'ils ont scripté et qu'à chaque seconde, tu vois, ils sont capables de dire il y a telle personne sur l'écran et... Mais en fait, je pense que le truc, c'est que comme ça leur appartient à IMDb, ils ont sûrement un truc de machine learning incroyable, et en plus, ils savent exactement les gens qui sont dans l'épisode, quoi. Donc, du coup, ils savent réduire assez drastiquement les gens à trouver. Donc, je suppose que c'est sûrement automatique. Mais franchement, j'étais assez impressionné parce que quand je l'utilisais sur Android TV, je trouvais ça super chiant. Parce que sur Android TV, tu vois, j'ai pas envie, mais par contre, là maintenant, j'utilise sur tablette. Et je trouve que c'est assez pratique, quoi. Parce que du coup, parfois, t'es là, genre, ah, j'ai déjà vu quelque part, tu cliques et hop, directement t'as l'info, quoi. Donc, et du coup, pour Go Figure, tu vois, moi, c'est ça que je voulais savoir, c'est par rapport aussi, tu pourrais faire un système d'accessibility, tu vois, que potentiellement, quand les gens regardent sur leur téléphone, ils pourraient faire pause, et puis du coup, cliquer sur une tuile ou un truc comme ça dans le menu, et puis que ça va prendre automatiquement un screenshot du téléphone, et que ça te dirait qui c'est, quoi. Ah ouais, mais en fait, comme je regarde jamais les séries sur mon téléphone, je sais pas. Ou sur tablette. Sur tablette, ouais, t'as raison, c'est pas mal. Ou sur Android TV. Ouais. Mais alors, les tiles sur Android. Non. Avec ta télécom, tu te démerdes. Tu te démerdes. Donc, du coup, voilà, je sais pas. Moi, parce que je trouvais que du coup, ce serait bien d'avoir ça dans Netflix aussi, quoi. Oui. Ok, bon, quand t'as 5 minutes, hein. Quand t'as 5 minutes. Et tu l'as fait avec quoi, en gros? C'était quoi la stack? Android. Tu dis Flutter, t'es dehors. Non, j'ai failli la faire en Flutter. Puis après, je me suis dit, en fait, au départ, quand je me suis dit, tiens, je vais tester si ça marche, j'ai voulu faire un truc qui soit le plus rapide à poker, parce que si ça marchait pas, j'allais perdre du temps. Donc, je suis pas allée sur Flutter, même si j'aurais bien voulu tester un peu Flutter. J'ai fait un truc, donc j'ai fait d'Android. Le back, c'est j'ai utilisé beaucoup Firebase en fait. Donc j'ai fait des Cloud Functions en Node.js, notamment pour le back, et où derrière je tape plusieurs API. Pour la reconnaissance, j'utilisais Clarifai. Et puis, il y a eu des péripéties. C'est-à-dire que Clarifai, en fait, était une API où je leur fournissais une image et ils me retournaient une liste de matchs possibles de célébrités par rapport à cette image. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est cool parce que je ne sais pas faire d'IA. Et puis, ils font pour moi, j'ai juste à utiliser leur service. Et puis, les coûts ne sont pas énormes. Il faudrait que je fasse genre 10 000 appels pour commencer à payer quelques centimes. Donc, je me suis dit, c'est cool, je prends ça. Et puis, j'ai découvert dans un reportage, en fait, qui faisait partie d'un projet qui s'appelle Maven Project, qui est un projet de l'armée, du gouvernement américain pour faire de la recherche sur la reconnaissance faciale pour aider les drones en fait en guerre ou je ne sais pas, à détecter les visages et pouvoir les aider à mieux targeter et mieux tirer sur les gens. Voilà, donc j'ai découvert ça, je me suis dit merde, donc j'ai tout coupé en fait. Quand j'ai découvert ça dans un reportage, 1 heure après, j'ai coupé mon back-end et l'appli ne fonctionnait plus parce que je voulais absolument pas contribuer en tout cas à l'amélioration de leur algorithme, parce que ça craint.
Et puis, du coup, pour rester sur la partie reconnaissance, grâce à la communauté, en fait, j'ai fait un petit tweet où j'ai dit, bah voilà, c'est fini Go Figure pour ça, pour ça. Et puis, il y a quelqu'un qui est GDE, alors, je sais pas comment on dit pour Microsoft, mais en gros, GDE Microsoft Azure, qui m'a dit, bah, sur Azure, il y a un truc qui s'appelle Face API. Qui est fait pour les développeurs qui savent pas trop faire d'IA, mais qui veulent quand même savoir entraîner un petit modèle et faire un truc à leur sauce. Et en regardant un petit peu l'éthique, ça me semblait plutôt bien, puisqu'ils n'utilisent pas qu'ils utilisent pas les photos derrière, etc. Ils stockent pas. Donc voilà, je suis partie sur ça et il m'a expliqué comment ça fonctionnait. C'était plutôt simple. Donc maintenant, en fait, j'utilise Azure et l'API Face API, où en gros, en fait, Face API, c'est une API, mais qui permet d'entraîner ton propre modèle, mais qui est déjà préconfiguré en fait pour être capable de détecter des visages et d'associer des noms à des visages. Donc en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, j'ai encore plus que, en gros, j'ai pris 100 000 acteurs que j'ai couplé à 100 000 photos, du coup, enfin une photo par acteur. Et puis j'ai floodé l'API en leur envoyant, du coup, en gros, à chaque fois, j'appelais un endpoint pour leur dire, bah, ça c'est telle personne et ça c'est son visage. Et il suffisait juste d'avoir une photo par personne pour entraîner le modèle et pour avoir des résultats à la fin qui sont vachement bons, je trouve. Donc j'ai fait ça avec Face API. Ok, donc tu peux envoyer 100 000 fois un visage, mais tu peux pas envoyer 100 000 fois 100 000 visages. Ok. 100 000 fois, c'est ça. Et Ok, donc, apparemment, chaque fois que tu essayes chaque fois que tu fais une photo, est-ce que ça va donner à manger à l'IA en même temps ou Non, pas? non, ça ne donne pas à manger à l'IA. Tu vois, c'est vraiment très con. J'ai appelé un endpoint à chaque fois en leur disant, en disant, bah, ça c'est telle personne, ça c'est sa photo. Et à la fin, au bout des 100 000, j'ai appelé un endpoint pour dire, train, vas-y, entraîne-moi mon modèle. Et puis ensuite, maintenant, j'appelle des endpoints pour dire, bah, ça c'est telle photo, dis-moi qui c'est. Mais ça n'aide pas l'IA à Et tu dis s'améliorer. ça avec une seule photo par acteur. Ah oui, moi j'ai halluciné en fait. Je lui disais, Pas mal. quand il m'a dit ça peut marcher, j'étais là, ben non, c'est pas possible. Et en fait, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Et tu avec peux une le seule... dire au gouvernement américain, ça les intéressera peut-être. Alors ils sont pas dedans, ils sont pas dans ce programme. Mais Google au départ était dans ce programme et ils l'ont quitté. Il me semble que les employés, ils ont fait une pétition et ils sont partis de ce programme-là pour des raisons d'éthique aussi. Ok. Et donc apparemment, on nous a dit que les GDE chez Microsoft, c'était des minimum viable product, C'est ça, c'est des MVP. des MVP. Voilà. Donc il dit tu entraînes manuellement ton modèle pour ajouter des nouveaux acteurs. En fait, je pourrais, entre guillemets, je pourrais. Après, je peux faire des updates en fait. Donc, je pourrais, si je voudrais vraiment aller plus loin, je pourrais dire, ben là, j'ai une nouvelle photo et je sais que c'est un tel, mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas lié, enfin, Et c'est pas. IMDb, il n'y a pas une API dessus? Comme ça, tu pourrais te connecter sur IMDb, choper tous Non, les acteurs avec toutes les photos de chaque acteur. Je crois qu'il n'y a pas, mais par contre, tu vois, IMDb, les 100 000 acteurs, mais j'en ai encore plein d'autres, mais en gros, ils proposent des exports tout faits avec au moins le nom, prénom des acteurs et puis leur ID sur IMDb. Après, pour récupérer la photo, moi j'ai utilisé une autre API qui s'appelle TheMovieDB. Il me semble que oui, c'est celle-là que j'ai utilisée, TheMovieDB, qui est vachement bonne. Donc du coup, en fait, pour chaque acteur, je disais, bah tiens, ça c'est Brad Pitt, envoie-moi la photo de Brad Pitt. Et ensuite, j'envoyais tout à Azure. c'est pas Avec il y a des petits doigts. quelqu'un qui demande donc qui est pour des acteurs qui ont joué jeunes et puis plus vieux, est-ce que ça fonctionne aussi? Ouais, ça fonctionne aussi. Et ils ont même plusieurs versions de Face API où ils sont capables de détecter l'âge de la personne. Et ça marche? Ouais, ça marche plutôt bien. Et ils sont capables de reconnaître effectivement une personne qui a vieilli. C'est un peu fou, hein. What? Ça, je suis vraiment. Il Il y a faut que des, j'essaye. il y a des démos quand tu cherches ça sur leur site, c'est pas mal. Et moi, je me rappelle que j'avais essayé un truc comme ça aussi il y a longtemps. C'était Microsoft aussi. Et pour l'âge, par contre, ça dépendait vraiment de comment tu regardais la caméra, quoi. Si tu la regardais vraiment de face, en tirant la gueule, il te donnait genre 5 ou 10 ans plus vieux.
Par contre, si tu la regardais un peu de profil en souriant, il me mettait plus jeune. Enfin, c'était assez. Ouais. Du coup, à ce niveau-là, pour l'âge, c'était quand même pas top. Après, j'ai pas creusé beaucoup plus, mais les exemples que j'ai vus étaient. Après, c'était il y a longtemps, hein, donc peut-être qu'ils ont bien Ouais. amélioré le truc. Hein. Et c'est cher alors, du coup, ce genre de service? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore payé. Enfin, en gros, là, j'ai créé mon compte Azure et j'ai eu j'ai eu 170 $ de crédit. Pour entraîner mon modèle, les 170 $ sont partis. J'ai tellement dû taper sur l'API que c'est parti. Et après, il y a des quotas, en fait, un peu comme sur GCP ou Firebase ou quoi. Il y a des quotas. Pour l'instant, je n'ai pas forcément communiqué beaucoup sur le retour enfin, le fait que l'appli a refonctionné. Et alors, c'est le nombre de requêtes par jour, oui, il me semble. Tu as combien de requêtes par jour? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Peut-être 1000, 2000, 1000, un truc en 1000. 100 000. 100 000. Non, mais du coup, donc pour l'instant, le modèle économique, il est pas top, quoi. Si ton application demain elle devient super célèbre, Eh ben, je couperai le back-end. Non, mais j'ai mis Google Ads et je l'ai mis comment ça s'appelle, remote config pour pouvoir l'activer à distance. Comme ça, le jour où j'ai une alerte Azure et qui me dit oh, t'as 100 € de facture, bim, je les active, mais je sais pas à quelle vitesse ça marcherait. Mais bon, le jour où franchement j'arriverai à ça, je serais contente en fait. Si ma problématique c'est que les gens utilisent beaucoup l'application. Si je me trompe pas, je crois que le truc que Google conseille pour Firebase Remote config, c'est 12 heures minimum. Donc du coup, entre le moment où tu le fais et que tout le monde l'a et que tu fais le refresh au bon moment, a priori il y a 12 heures, je crois. Bah, allez pas tous cliquer maintenant sur l'app comme des malades. Non, c'est cool. Et du coup, enfin ouais, moi justement, tu vois, je trouve ça génial parce que toi, on parlait du fait que t'as un profil plus large, tu vois. Et moi, j'ai toujours trouvé, donc à la base, j'ai une formation IT, donc je suis pas du tout programmeur. À la base, j'ai plutôt fait gestion de serveurs Linux, etc. Mais du coup, j'ai eu pas mal de formations sur tout ce qui est réseau, tu vois. Et je trouve que ça m'aide aussi pas mal à comprendre plein de choses. Quand on parle de ça, toi, avec les serveurs et communiquer, quels sont les types d'erreurs, etc. Et, et du coup, je trouve que ça a beaucoup de valeur. Et en fait, ici, quand tu parles de faire des cloud functions, etc., moi, je pense que j'ai déjà essayé. Et puis j'ai vu JavaScript et j'étais genre, ah non. Donc, du coup, moi, j'attends qu'ils fassent un truc en Kotlin pour ça. Mais ça serait cool. Ce serait top, hein. Parce que moi, tu vois, voilà, faire un truc GCP, un truc comme ça me passe, mais genre super au-dessus de la tête, quoi, tu vois. Je pense que j'avais déjà essayé un jour et je suis jamais arrivé à rien, quoi. Donc, tu vois, au final, avoir cette expérience-là un peu multiple, je pense que en tout cas, pour ce genre de choses, c'est genre super pratique, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai du travail pour toi après. Je veux bien si tu contribues à mon app. La faire sur Android TV, il faut la faire sur net. Ben, je trouve que pour quelqu'un qui se sent être une imposteuse, ça se dit, non? Enfin bref, quel syndrome, je trouve qu'on peut être quand même vachement impressionné parce que moi, j'aurais même pas su par où commencer, quoi, Mais pour faire une app comme ça. Je pense que du coup, quand tu as le syndrome de l'imposteur, soit tu procrastines et tu fais rien, soit au contraire, tu fais énormément de choses en fait pour contrebalancer et rattraper. Enfin, voilà. Je pense que du coup, tu fais beaucoup plus de choses potentiellement. Ben voilà les positifs. Bravo. Ouais. Voilà, exactement, ça c'est encore le positif. Moi je dis bravo parce que moi je trouve ça super impressionnant et en plus quand tu l'expliques ça a l'air mais ouais non c'est super facile, je trouvais des API, je trouvais pas, hop j'ai trouvé 100 000 acteurs et puis tout, je l'ai foutu dans mon API, dans mon AI, puis tranquille quoi. Et puis moi j'étais là, ok. Mais non mais franchement, quand on m'a expliqué comment ça fonctionnait, moi au départ je savais pas faire de l'IA ni rien. Il y a des gens qui me disaient, bah vas-y, tu peux entraîner ton truc là sur Google, je sais plus ce qu'il y a exactement comme truc, mais je dis, mais je suis incapable de faire ça. Et comment j'aurais fait pour récolter une centaine, voire 1000 photos par acteur, c'était juste impossible. Donc là, c'est surtout, tu vois, je parle comme si c'était simple, c'est surtout la facilité de te dire, bah, avec une photo et un nom de personne,
t'arrives à obtenir un résultat. Ça, c'est vraiment impressionnant, n'empêche. Parce qu'en général, oui, il faut quand même lui en donner un peu plus. Ne serait-ce que parce que, je sais pas moi, quand tu prends en photo ta télé, le gars est peut-être de profil, en hauteur, enfin, Ouais. voilà, ça peut être dans plein de trucs. Alors ça ne marche pas pour les personnes qui sont déguisées ou quoi, tu vois, genre j'ai testé Johnny Depp, il y a des films où il ressemble pas forcément à lui-même, ça ne marche pas. Jack Sparrow, ça passe pas, quoi. Jack Sparrow, ça marche pas. Barney, pas Barney Stinson, mais c'est quoi son vrai nom? Les orphelins de Baudelaire qui n'arrêtent pas de se déguiser aussi, ça ne marche pas non plus. Neil Patrick Harris? Ouais. C'est pas magique. Non, parce que tu parlais de Barney, je pensais Dinosaure Rose, je ne voyais pas trop. Ça m'a fait facile à reconnaître. Quelqu'un qui dit sur Firebase, MLKit, c'est pas compliqué non plus, tu pourrais même le faire en offline. Jette un coup d'œil, c'est super sympa. MLKit, je m'en sers, mais pour faire la détection du visage. Mais après, le matching entre ce visage-là, c'est telle personne, MLKit je pense, peut pas me venir en aide. Par contre, là, j'utilise MLKit dans l'application pour quand la personne a pris la photo, en fait, je rajoute des petits carrés autour des visages qui ont été détectés. S'il n'y a qu'un seul visage, bah, c'est cool. Et l'idée, c'est que je tabasse un petit peu moins aussi l'API derrière. Alors, j'ai pas encore livré cette feature-là, mais dans mes devs, bah, s'il n'y a qu'une seule personne de détectée, bah, j'autorise l'envoi de la photo. Et s'il y a plusieurs personnes de détectées, on ne peut pas envoyer la photo. Et je mets un petit message en disant il y a trop de monde. Et l'idée aussi, plus tard, potentiellement, ça serait de pouvoir dire, bah, en fait, moi, sur la photo, bah, c'est ce visage-là qui m'intéresse. Et puis la personne clique sur le visage et j'envoie que la photo déjà cadrée. Comme ça, je suis sûre aussi que derrière mon API, elle va détecter cette personne-là et pas les gens autour. Bah moi, je dis bravo. Ah, et on demande, avec l'image classification, ça ne suffit pas. Je ne suis pas... Vous avez commencé à débugger le truc. Non, je ne suis pas certaine. Surtout que j'avais aussi essayé Vision API, c'est ça? Cloud Vision API. Ouais. Et les résultats n'étaient pas terribles. En fait, ça marche très bien sur des photos que tu trouves sur Google Images ou quoi. Mais ça marche pas sur des images prises en live sur une télé avec déjà le côté un peu pixelisé du fait que tu prennes ta télé en photo, le fait que la personne bouge, ça marche pas bien. Il faudrait peut-être entraîner le modèle avec le logo pause sur la tête aussi pour être sûr que quand tu fais pause et que tu as le logo pause, ça marche aussi. Bon voilà, en tout cas moi j'ai fait le tour de mes questions, donc en général on m'a aussi... Est-ce qu'on a oublié de poser une question? Attendez, je regarde mon document. il reste 7 pages quand même au document. Ok, j'arrête avec ma blague à la con. Mais je crois qu'on a fait pas mal le tour de pas mal de choses quand même. On connaît toute ta vie. On n'a pas encore vu une photo de ta petite fille. Ah non. Ça viendra plus tard si on la demande gentiment. Plus tard. En tout cas, après, grâce à Benjamin, je vais lui acheter un super petit body Google que tu m'as envoyé en off. Et ben donc du coup, un grand merci pour d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment sympa, c'était vraiment super intéressant et je pense que les gens dans le chat ont vraiment apprécié aussi. Et merci à tous les gens dans le chat aussi d'avoir participé, d'avoir posé des questions, c'était sympa et vraiment cool. Et comme tu le sais, on a aussi des questions à la con. Et alors, on commence très très fort par pain au chocolat ou chocolatine? Alors, nous on dit petit pain dans le Nord. C'est petit pain. Non, petit pain, c'est pas la même chose. Donc c'est des pains. Et les pains? Les petits pains, c'est juste des pistolets, quoi. Non, c'est des pains au chocolat. Alors, fais des pains au chocolat. Donc c'est pain au chocolat. Par défaut, dans le combat, je dis pain au chocolat, mais en vrai, c'est des petits pains. À vrai dire, moi, là où j'ai grandi, on disait petit pain aussi. Ah ouais? Ouais. N'importe quoi. Le coup, la question, c'est pain au chocolat ou chocolatine ou petit pain? C'est trop long, cette question. N'importe quoi. Ça marche pas, non. Alors, autre question hyper importante. Donc, un livre, un jeu vidéo, une série, un film, n'importe quoi à nous conseiller? Attends, je fais une toute petite pause parce que c'est Romain qui fait. On dit chocolate croissant. Un livre, une vidéo, un truc à conseiller. Un truc du moment sans réfléchir, quoi. Vraiment un truc Vraiment sans réfléchir. Du moment pour toi, quoi. Ça peut être un truc que tu es en train de regarder. Ouais, attends, qu'est-ce que je suis en train de regarder en ce moment? J'oublie le nom.
Attendez, je regarde sur mon Netflix. Non, parce qu'à chaque fois que je le lance avec OK Google, j'oublie ce qu'il faut dire. Faut pas dire ça. Donc, je regarde le bazar de la charité. Merci, il y a mon mari qui crie en bas. C'est assez sympa, c'est sur l'histoire du bazar de la charité à Paris qui a brûlé. Où il y a plein de femmes du coup qui sont mortes dedans. Et c'était, je sais pas, c'est quoi, c'est en 1900 à peu près. Et c'est chouette. Et c'est français. Ok, Waouh. je connais pas. Il y a quelqu'un qui demande si à tout hasard, Fanny, vous recrutez pas dans votre boîte trop cool. On recrutera certainement l'année prochaine, pas la semaine prochaine. Mais Titouan, je fais déjà partie de l'entreprise en fait. Sauf si on ne paye pas, là, il y a un problème. Non, mais c'est remote. Vous prenez aussi les Belges? Écoute, Titouan, là, mon collègue qui a posé la question, il est au Brésil. Donc oui, C'est cool ça. Pour les Belges, ouais. pensez au PM. Bref. Et alors, la dernière question super intéressante. Qui aimerais-tu entendre à notre micro dans un futur épisode? Ah, alors ça, j'y réfléchis. Et j'aimerais bien entendre Edouard, qui est derrière, nous écoute. On a déjà parlé d'Edouard. On l'a déjà eu pour Flutter en fait. Oh merde! On a fait un super effort quand même. Hein. On a adoré Edouard, c'est pour ça qu'on a... Oui, c'est ça. Ça a été très difficile parce que le sujet, voilà. Mais sinon, ouais. Mais on peut essayer, il n'y a pas de problème, Edouard. Avec grand plaisir. Merci Edouard. Ou alors dans le chat, il y a aussi Gérard Paligo à Lille qui fait pas mal de choses. Et notamment sur Jetpack Compose en ce moment où il est très très actif. Donc ça peut être cool aussi. Ah, avec grand plaisir. Ça, si Gérard, si ça t'intéresse, envoie-nous un petit truc. Nous, on est partants. Parce qu'on n'a jamais parlé de Compose d'ailleurs, avec personne qui est dans le chat. Jamais. Mais sans déconner, en fait, on serait intéressant. Oui, et Romain qui demande c'est quoi Jetpack Compose? C'est une bonne question, Romain. Romain, Jetpack Compose, c'est le truc qui te sert à utiliser Filament à l'écran. C'est le truc qui justifie que tu utilises Filament dans une application. Je crois, hein. J'ai bien compris? Ah, voilà, c'est ça. J'ai bien compris. C'est comme Flutter. Dehors. En tout cas. Et les modérateurs, faites quoi là? Je peux rajouter un truc, mon collègue m'a filé une anti-sèche. Effectivement, on recrute un product manager et potentiellement quelqu'un pour faire du back-end aussi. Oh. Donc, si dans vos connaissances ou voilà. Si vous avez envie de faire autre chose, c'est du PHP pour l'instant, mais à évoluer potentiellement vers d'autres techniques. Désolé, je peux pas, j'ai piscine. Non, mais c'est cool. Faites tourner vos réseaux, les petits gars, parce que c'est vrai que ça a l'air vraiment intéressant de travailler avec vous. Et en tout cas, ne serait-ce que pour le but, en fait, pour l'app, pour la maladie, tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Pour le but, c'est bien sur la blague de Maël, en fait, hein? Non? Non. Ah, t'as vu la mail? Ah non, il est parti. Ah, il le verra il le verra en replay. Peut-être. Donc, en tout cas, un grand merci, Fanny, d'avoir participé à ça. C'était vraiment super cool. Et donc, on va faire le petit truc qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire, si jamais les gens ils veulent venir te faire chier un petit peu et te poser des questions sur les internets, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Sur Twitter, Fanny Demey. Ou sur le Slack Android. Ah oui, ça, tout le monde y est. Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on te retrouve? Pareil, sur Twitter, @xzan. Et toi, Yannick? Alors moi, c'est @TheYann sur Twitter. Et puis, vous pouvez retrouver toutes nos comment est-ce qu'on dit? Nos bêtises. Élucubration, c'est ça le mot, merci. Nos bêtises sur Internet, sur Twitter aussi, Android_leaks, et sur notre site web, androidleakspodcast.com. Voilà. Et avec tout ça, quand même... Oui, ça veut dire, il faut quand même dire merci au Frog. Au Frog, ça se dit comme ça ou Frog? Au Frog. Frog. Ça dépend de la région qui tu es. En tout cas, merci à eux de nous avoir demandé de venir parce que ça nous fait vraiment super plaisir. Donc un grand merci pour ça. Et n'oubliez pas que merci à tous d'avoir participé. Et n'oubliez pas qu'on va se retrouver sur Remco quelque chose. Ouais, Remco. Remco, ouais. Voilà. Et donc moi je vais dire, n'oubliez pas de baiser, mais dans le sens de faire un bisou, Vofroc, hein, donc baisser Vofroc. Voilà. Bon, ok, on va dire. C'est pas facile tous les jours. Et il est presque 10 heures. Ouais, c'est ça. Presque 10 heures, je manque de sommeil. Non, moi ce que je voulais dire. En battage, faut l'excuser. Il faut, ouais.
Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Ah oui, si, donc pour ceux qui avaient raté le début, parce que Marion l'a bien redit, n'oubliez pas qu'Android 11 bêta est sorti. Donc vous pouvez aller l'installer. Enfin, si jamais ça vous dit pas que Ça y est, ça marche maintenant. Ah, L'application ne dit plus que le bêta 10 est terminé. Donc vous pouvez aller installer Android 11 et voir les nouvelles vidéos et toutes les nouveautés Android 11. Donc voilà, je pense que c'était bien de le rappeler pour ceux qui avaient raté le début. Et du coup, ben oui, il n'y a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir alors. Au revoir.